Je me prépare pour faire ma phrase d'intro sans bafouiller et on y va. Bonjour Martin, bah, c'est un grand plaisir de te rencontrer aussi et de pouvoir parler à tes auditeurs et partager mon expérience. Attends, j'ai pas fait ma phrase d'intro. Tu pars tout Ah bon, tu seul? fais la phrase d'intro, vas-y, c'est vrai? Yes, Pardon, oui. j'ai rien compris. C'est pas grave, t'inquiète pas. De toute façon, Antonin, mon monteur qui gère tous ces problèmes-là, arrive à retrouver le bon début. Ça Désolé marche. Antonin, On va la refaire, on va la refaire. on va la refaire. Aujourd'hui, on témoigne. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir de te rencontrer après nos échanges sur Twitter et puis c'est un grand plaisir de pouvoir partager mon expérience avec tes auditeurs. Merci pour ce remerciement. Vincent, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais? Alors, j'ai commencé ma carrière de web designer en 1998 à Rennes, en Bretagne. C'était une communauté en ligne qui s'appelait le village.org. C'est une histoire un peu marrante parce que j'ai commencé parce que je faisais du stop, de l'autostop, et quelqu'un m'a pris en voiture et m'a dit je bosse dans une start-up, c'est internet, c'est super cool, viens demain. Et je suis arrivé le lendemain dans la start-up avec mon propre ordinateur. On m'a donné un tabouret pour m'asseoir et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Je connaissais quasiment rien à internet. C'était en 98, donc c'était vraiment neuf. Et voilà, Oui. donc tout a commencé par un grand coup de chance. Et puis tout de suite, ça m'a inoculé le virus d'Internet, de la communauté. Ils étaient déjà à fond sur Linux, l'open source. Ils faisaient vraiment de l'évangélisation là-dessus. Et puis donc j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2001. En 2001, j'ai décidé de quitter la boîte. En fait, j'ai juste eu un boulot dans ma vie, quoi. J'ai travaillé pour cette boîte-là en tant que salarié. Et puis en 2001, j'ai quitté la boîte parce que j'étais pas d'accord avec le patron. Et plutôt que de me plaindre et tu vois, de commencer à tirer dans les pattes du patron et tout, j'ai dit, bon, bah, je suis pas d'accord avec la manière dont tu gères ce projet, mais je comprends, c'est ton projet, donc je pars. Donc j'ai démissionné et je me suis retrouvé au chômage. Et c'est donc par chance, en fait, que me retrouvant au chômage, bah, personne ne voulait m'embaucher. C'était en 2001, c'était juste après le grand crack Internet. Donc j'ai commencé en freelance, juste pour pouvoir ben, manger des nouilles, quoi. Et puis progressivement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contrats, ça commencé à être de plus en plus intéressant. Et puis voilà, j'ai travaillé comme ça jusqu'en 2008 en France, à Rennes, avec des contrats de plus en plus intéressants. J'ai commencé à travailler plutôt me spécialiser en design d'interface pour applications, énormément à l'époque avec des développeurs Ruby on Rails et des projets Ruby on Rails. Donc c'était bien parce qu'on était synchronisé sur le fait que on voulait un type d'application minimale euh, avec toute une logique de développement agile derrière. Donc c'était vraiment des contrats super sympas. J'ai beaucoup appris. Et en 2008, je pars en Asie. Je deviens un peu un digital nomade. Je commence par Hong Kong, quelques mois. Et puis, parce que j'avais un ami qui habitait à Hong Kong, donc encore une fois, un coup de chance. Je rencontre mon pote à Rennes. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Je suis freelance, je travaille de la maison. Il me dit viens à Hong Kong. Si tu peux travailler depuis ton bureau à Rennes, tu peux également travailler depuis Hong Kong. Il me dit il était architecte là-bas. Il me dit j'ai un grand appartement, il y a une place de libre. Donc voilà, je dis ok, je fais mes valises, je remonte en voiture, je me dis je vais faire le test pour voir si je peux travailler à distance avec mes clients, quoi. Et je bouge à Hong Kong, tout se passe très bien, le business continue à tourner très bien. Et puis tout de suite, je découvre bah, l'intérêt euh, un peu d'être un nomade. C'est-à-dire que si tu es en Asie, tu as un niveau de vie qui est quand même incroyable. Là, j'ai commencé par Hong Kong, après Bali évidemment. Et puis là, on me dit Chiang Mai, il faut aller à Chiang Mai, il faut aller en Thaïlande. Ok, je vais là-bas. Et donc en 2009, je crois, je bouge à Chiang Mai où je vais rester pendant combien de temps? Attends, j'ai dit quoi là? J'ai dit Euh, 2009, non, jusqu'en 2000. Je suis perdu.
faut la couper. C'est normal. C'est normal, tu peux donner Euh, une approximative, hein, sinon. ouais, ouais, donc je reste quelques années à Chiang Mai jusqu'à ce que finalement, déjà quand j'arrive à Chiang Mai, en fait, là, l'intérêt, s'il y a des gens qui veulent partir de France, l'intérêt quand tu es dans un pays comme la Thaïlande, c'est que le vie est tellement peu cher. Je pense qu'avec un budget de 500 euros par mois, tu vis déjà très bien. Tu vis convenablement. Avec Ah 1000 oui. euros, 1500 euros, tu es un roi. Et donc, en gros, ça, t'as plus de pression financière, ce qui m'a permis de commencer à créer un projet, un side project, un projet sur le côté. Et c'est là, parce que je suis parti en Thaïlande, que j'ai pu trouver du temps, ayant moins de pression financière sur mes épaules, que j'ai pu commencer à travailler sur un side project qui est les icônes, et qui m'a permis de progressivement basculer sur mon propre produit à 100%. T'as mis combien de temps pour passer de c'est un side project à je suis à 100% dessus? 2 ans. 2 ans. Et c'était quoi à J'ai raison de combien de jours par semaine au début? Oh, bah quand j'ai commencé, en fait, c'est parce que en tant que designer d'interface, j'avais toujours besoin d'icônes. Donc j'avais commencé, à chaque fois que j'avais un projet, à réutiliser les mêmes icônes. Et j'ai créé un fichier Illustrator dans lequel, boum, 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 je copie-colle tous mes icônes. Je commence à en avoir 30, 40, 50, 100. Et, et puis en les regardant, tu sais, il y a toujours ce souci, ah, c'est pas homogène, c'est pas consistant. Donc je commence un peu à les réarranger, les organiser, me dire, oui, mais il en manque quelques-uns. Donc j'améliore ce fichier. À un moment, tu as ce besoin de beaucoup de gens de compléter les choses et de les rendre homogènes et de les finir Entière. et les Ouais. rendre entières. Donc ça y est, je commence à me retrouver juste par plaisir à en faire 200, 300, 400. Et puis je décide de partager ça. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai dû passer 2 semaines à faire ces icônes, à les organiser. Et puis je lance ça gratuitement. Et là, boum, énorme intérêt. Il y a des gens qui me retweetent à l'époque, des gens extrêmement influents dans le monde du design. J'ai un paquet de gens, un trafic énorme qui vient sur mon site. Je me dis, bon, bah, je vais faire une version premium. Là, je passe peut-être 2 mois, quasiment à plein temps, à faire une version avec, je crois, la première 750 ou 1500 icônes. Et je la mets en vente. Et puis là, je vois que Tu te rappelles du prix à laquelle tu l'as mis en vente? Ah, c'était pas cher, peut-être 40, 50 dollars. D'accord, ouais. Et le truc énorme, c'est que je lance ça juste avant de partir en lune de miel avec ma femme. On va en Italie. Et là, c'est le moment, tu vois, clé, quoi. Je suis en Ouais. Italie, on est en vacances, on s'est pris un mois, c'est cool. Et là, tous les jours, je relève mon PayPal et je vois l'argent qui tombe, quoi. Et là, je comprends euh, la beauté de la chose. Euh, Ah bah oui. je suis là-bas, je suis en vacances et je continue à faire de l'argent en dormant. Ça, c'était le premier pro. C'est un Ouais, peu le rêve de tous les indépendants. exactement. Et c'est un coup de chance. Exactement. C'est un coup de chance, c'est au bon moment. J'ai lancé ça, il y a un gros intérêt. Maintenant, on est en 2020. Ça, c'était il y a 10 ans. Euh, tu lances un pack d'icônes, il n'y a pas d'intérêt. Il y en a tous les jours. On en voit 10 par semaine, quoi. Il y a un gars actuellement qui a fait un énorme coup récemment. Il s'appelle Traf, TR.AF, qui a lancé un pack d'icônes et pour iOS 14. Et c'est un Ah, icône pour changer euh, comment dire, ton écran sur d'accueil. ouais, sur j'ai pas lu le nom en français non plus. Ouais, l'écran d'accueil, ouais. L'écran Tu veux dire d'accueil. Springboard. Et il s'est passé la même chose. C'est un mec qui est par contre hyper talentueux, qui est un développeur depuis des années. Et le gars, il a lancé ça. Euh, il a juste montré au début un screenshot parce qu'il avait fait pour lui-même. Les gens disent, waouh, c'est génial. S'il te plaît, nous aussi on le veut. Il dit, ok, il a dû bosser quelques heures à faire les icônes, quelques heures à lancer avec le no-code un site web, c'est très rapide. Il a utilisé, je sais plus, Webflow, enfin tous ces outils-là, Hmm. Gumroad pour vendre. Et le gars, il lance le tweet le matin et le tweet devient énorme. C'est-à-dire qu'il est au bon moment, au bon endroit, tu vois. Et là, il y a un intérêt énorme. Et le gars, il dit le lendemain, waouh, j'en ai vendu pour 2000 dollars pendant la nuit. Le lendemain, il dit, waouh, je suis à 10 000, 20 000.
Et puis comme en fait il communique sur combien il fait, du coup ça Plus de devient un gens truc qui est achètent. repris partout, quoi. Et du coup, Ouais. son tweet initial a dû être tweeté, je sais plus, des milliers de fois, quoi. Et au dernier compteur, le gars, il a dû faire 120 000 $. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Mais ça a créé un gros marché iOS 14 sur les widgets aussi. Il y a un Français qui a explosé, qui a fait une app qui fait juste des widgets pour iOS 14. Il a fait premier du store instant. Waouh. Et tu vois, c'est Et cool, le coup de chance un peu, quoi. Il est au bon moment, mais c'est un mec qui est extrêmement talentueux. Et il a expliqué ça dans un post aussi. Il a dit, ça, c'est le résultat de 7 ans de travail. ben, Et faut être- il y a une super citation comme ça. Je sais plus si c'est Léonard de Vinci euh, ou un peintre. Ah, je sais plus retrouver. Mais tu sais, il fait un croquis sur un chiffon et il dit ça, ça vaut un c'est million Pablo d'euros. Picasso. Pablo Picasso, ouais. Parce que c'est tout l'historique de tout ce que tu as construit avant qui fait que tu arrives à ce résultat. C'est pas juste le dessin que tu as fait. Absolument. Et il y a une partie chance. Donc moi, il y a 10 ans, j'ai eu cette chance-là au bon moment. Et il y a le côté, tu es passionné par ce que tu fais un truc de qualité. Moi, il y a 10 ans, je l'ai fait parce que j'aimais ce que je faisais, je partage et puis ça mord, ça prend, les gens adorent. Lui, c'est la même chose, quoi. Mais par contre, il faut être capable quand ça arrive de réagir vite. Et c'est ce qu'il a expliqué. Il a fait un post très intéressant, parce qu'il était déjà à son compte. Et il a dit, si j'avais un boulot salarié, ça arrivait le week-end, le lundi matin, qu'il a vu un énorme intérêt pour ça. Si j'étais Ouais, un salarié, j'aurais pas eu le temps, j'allais au boulot. Et sans doute, tu rentres le soir, t'es crevé. Là, le fait qu'il était déjà indépendant, et il faisait pas énormément d'argent à ce moment-là, mais assez pour vivre, tout de suite, il s'est dit, ok, je vais passer toute la journée et toute la semaine dessus, quoi. c'est ça. Mais ça, quand tu as la possibilité de faire ça et de répondre à vraiment une, une intuition finalement, parce que tu sais, tant Mhm. que ça n'a pas marché, c'est une intuition, et une fois que ça a Mhm. marché, ça a un résultat, quoi. Et de pouvoir le faire, d'avoir cette liberté-là, ça te permet de faire des choses ouf, quoi. Oui, exactement. C'est ce que tu dis, hein. Dans mon expérience, c'est de l'intuition. C'est tu sens, déjà, ça te fait plaisir. Tu sens que ce truc-là, tu as envie de le réaliser, quoi. Tu as envie de le créer. Ouais, Par contre, quand ça marche pas, et j'ai eu d'autres cas, enfin, je pense qu'on parlera des échecs, mais il faut être capable d'abandonner un projet aussi et pas s'y accrocher. Parce que parfois, tu as une intuition, tu te rends compte que non, ça n'intéresse personne, non, ça va pas être profitable. c'est rigolo, ça fait très écho à un projet en ce moment que j'ai et dont j'ai parlé d'ailleurs dans des podcasts précédents. Et j'étais vraiment, pour moi, ça avait vraiment un gros intérêt. Et d'ailleurs, sur Twitter, il y a un mec qui a fait le même projet donc c'est de l'analytics pour LinkedIn, pour tes posts LinkedIn. Et du coup, il y a Mhm. quelqu'un qui le fait pour Twitter et ça marche de ouf. Il y a plein de gens, ils commencent à avoir plein de customers, tout ça. Et moi, j'ai lancé le même truc il y a 4 mois pour de l'analytics pour LinkedIn. Et en fait, j'arrive pas à le monétiser. Et c'est un peu la question que j'ai en ce moment, c'est est-ce que je l'abandonne ou est-ce que je trouve ce qui fait que ça ne marche pas. Pour le Mhm. moment, je crois toujours que si je peux trouver ce truc-là. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment une question difficile de savoir où est la limite de c'est stupide d'essayer de continuer. Et ça a du sens d'essayer parce que tu peux encore trouver la solution, quoi. Ou peut-être tu n'as pas réussi à connecter avec les personnes intéressées. Comment leur Ouais, faire. Une fois que le gros problème qu'il y a, c'est construire un bon produit. Et le deuxième, et que beaucoup de gens oublient, les créateurs, c'est passer beaucoup de temps à le faire connaître. Et le problème, c'est que souvent, quand on crée un produit, on est épuisé à la fin. oui, On c'est a- ça. T'as tout donné, ça marche, Et voilà. et t'as plus envie de, Et ça, je l'ai de vu le. tellement avec la compétition, avec des gens qui font des icônes, des packs d'icônes. Dans mon secteur, voilà, c'est des packs d'icônes. C'est mon Ouais. métier, tu vois. Donc, ils font des super packs d'icônes, ils le lancent, et tu vois le projet qui meurt, quoi. Est-ce que le mec repart sur autre chose? Ce qui fait la différence aussi, c'est la capacité à le suivi, c'est la capacité à continuer, à être, comment dire, à être consistant si tu vas toujours continuer à travailler. Mais il faut que dès le départ, par contre, tu sentes que tu puisses en vivre, quoi. Il faut que ce soit profitable en même temps.
Oui, oui, il faut que tu aies les bons signaux faibles. Tu vois ce que tu disais toi, le fait que tu en aies parlé et qu'il y ait plein de gens qui l'aient téléchargé, c'est un bon signal, quoi. Hmm. Si t'as pas de bon signal, il faut pas, faut pas double Mais down dessus, quoi. exact. Bah, dans ton cas, je toucherai pas au produit et je lui donnerai une dernière chance en me disant, prends une semaine pour réfléchir à comment le faire connaître. Mais tous tes efforts ne passent 0 minute sur le produit lui-même, passe tous tes efforts à comment connecter avec les gens qui ont besoin de ça. Est-ce que tu as fait un lancement sur Product Hunt? Oui, oui, je l'ai fait. J'ai fait un Ouais. lancement sur Product Hunt. J'ai eu des users. En fait, ce que j'arrive pas à faire, c'est que j'arrive pas à les convertir. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, là, que je les connecte et que je les contacte un par un pour savoir pourquoi ils ont pas envie de payer, quoi. C'est une très bonne idée. Ouais. Probablement, je crois que, et c'était mon cas dès le départ, et c'est le cas de beaucoup de makers, c'est que quand tu lances un produit, tu arrives pas à bien le pricer. T'arrives pas Hmm. à. J'ai eu le retour avec Pierre de Flat dans un podcast précédent, c'est que pendant longtemps, il n'est pas arrivé à mettre le prix assez cher, alors que son produit Hmm. valait des sous. Et moi, je sais que le plan gratuit est trop généreux. Donc il faut que je change ça, je Hmm. pense. Et, euh, et peut-être que ça irait. Et tu es un peu bloqué parce que tu as déjà des utilisateurs qui utilisent un plan gratuit trop généreux. Ouais, c'est un peu. Puis j'ai été beaucoup utilisateur aussi. T'as pas enfin, c'est nul un peu quand tu utilises un produit et que tu peux pas. Enfin, t'as pas toujours envie de vouloir payer ou suivant l'utilisation. Donc c'est un peu schizophrénique quand tu crées un produit de savoir trouver le bon prix de qu'est-ce que tu offres et qu'est-ce que tu offres pas Hmm. finalement. Mais tu as toujours la possibilité de revenir en arrière. Je pense que tes utilisateurs doivent comprendre que tu as besoin d'en vivre. S'ils veulent avoir un produit qui est sustainable, comme on dit en français, un produit, euh, Qui dure quoi un finalement. produit qui dure, un produit durable, Ouais. euh, il faut que le créateur puisse en vivre, quoi. S'ils ne le comprennent pas, tant pis pour eux. Euh, Si tu regardes un mec comme Peter Levels, tu dois connaître Oui, c'est un plutôt oui. gars qui est assez brutal dans ses approches euh, de tarifs, quoi. Il Ouais. n'hésite pas, il a été très et personne lui en veut. Et ou alors s'il lui en veulent, il ignore. Il a besoin d'en vivre, il ne comment dire, il n'est pas shame, Ah il n'est oui. pas honteux si tu veux te facturer un gros prix. Des fois, il double le prix d'un coup. Mais je pense que pour les gens qui comprennent qui veulent avoir un produit qui dure, il faut qu'ils comprennent qu'il faut payer aussi, quoi. Donc si jamais ton problème c'est en fait j'ai des utilisateurs mais j'arrive pas à en vivre, personne ne t'empêche de revoir ta politique tarifaire et de mettre moins d'options en free, quoi. Tu peux même C'est leur ça. expliquer, être transparent, quoi. C'est ça. T'as combien d'utilisateurs en gratuit? Là, sur LinkedIn Stat, j'en ai 180. Hmm. C'est un petit début, quoi. C'est un petit début, mais en fait, il y a des. En fait, il faut vraiment que je les contacte. C'est ça le truc, et c'est Hmm. ça qu'on ne fait pas, surtout quand on est technique, on va dire. Même toi, je pense que ça te parle aussi. C'est que il faut avoir du vrai retour des gens. Et c'est un peu ce qu'on oublie de faire quand on fait notre produit. On est épuisé, et puis après, on va pas le vendre, le marketer, prendre du feedback. Et du coup, là, je suis à l'étape de prendre du feedback. Sauf que comme je fais 15 projets à la fois, ben, je le fais pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est le gros problème, c'est le truc, non, le truc numéro un de l'entrepreneur, c'est la priorité. Donner la priorité à ce qui importe. C'est super dur. Mm. Moi, je commence le matin en me disant, ok, par quoi? Parce qu'il y a trop de choses. Déjà, je passe 2 heures à répondre à mes emails, euh, au moins 2 heures tous les jours à gérer les projets, et après, il me reste peu de temps. C'est quel est le truc essentiel à faire? Je crois que Steve Jobs avait raconté quelque chose comme ça. Il dit, quand je me lève le matin, et que je me regarde dans la glace, je pense à et si je mourais aujourd'hui, quelle est la chose la plus importante que j'aurais dû réaliser dans la journée? Et ça, C'est c'est la clé, quoi. C'est la clé, c'est pas procrastiner, c'est faire les choses et donner une priorité. c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est un sujet qui est revenu ce matin dans une conversation de notre épisode et hier Mhm. soir.
Et du coup, je me suis limite dit que j'avais envie de faire, problème des gens qui veulent faire trop de projets, de faire une Mhm. application où tous les jours tu mets: «Est-ce que j'ai réalisé est-ce que je suis heureux d'avoir réalisé ça dans ma journée? Est-ce que je peux mourir ce soir et c'est OK ou pas?» C'est C'est parce que je trouve que intéressant. c'est Ça, ultra important. ça c'est catchy. Ne mets pas ça Ouais, dans ton podcast, quelqu'un m'a volé l'idée. c'est pas grave, qu'il l'exécute, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si vous voulez l'apprendre, envoyez-moi un message quand même comme que vous me teniez au courant parce que comme ça je pourrais l'utiliser, mais vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez la prendre. Bon, on va un peu revenir Voilà. de tes projets, ce serait cool. Donc, attends, tu nous as parlé de ton départ à Singapour. Donc, c'est là où tu as commencé Hong à Kong, pardon, Hong Hong Kong, Hong Kong, puis Chiang Bali, Mai, Bali, puis Chiang Chiang Mai. Mai. C'est à Chiang Mai que j'ai pu commencer après 2 ans à faire la transition vers mon propre produit. Donc j'ai lancé le premier pack d'icônes qui étaient les mini-cones en 2010. Ok. Donc c'est là où j'ai commencé à aller en lune de miel et m'apercevoir, waouh, l'argent tombe tout seul, c'est génial. Le truc, c'est que c'est au début quand tu lances. Après, ça commence à se réduire l'apport Ouais. d'argent. Donc il faut toujours, tu peux faire ça, tu peux ne rien faire pendant 2 mois. Par contre, après 2 mois, euh, ça va vraiment tomber. Donc il faut quand même continuer à donner un effort euh, permanent. Et puis il y a la compétition qui arrive. Donc 2012, par Hmm. contre, je lance là mon best-seller. Donc de Minicone, c'était le premier. Et là, je lance mon best-seller qui est Streamline. Vous pouvez aller voir en ligne, Streamlines Icons, vous pouvez taper ça. On va le Ça, c'est mettre en mon lien dans best-seller le depuis podcast. 2012. Et là, on est passé à un autre niveau, hein. Les ventes ont été vraiment excellentes. Retour incroyable. Et c'est devenu mon produit best-seller. Donc depuis 2012 jusqu'à maintenant, on y travaille toujours. Je suis en 2020. Maintenant, je suis rendu à... J'ai 3 développeurs à plein temps. On est en train d'essayer d'en embaucher un, puisqu'en fait, non seulement maintenant on fait des icônes, mais on a une application autour qui permet aux gens d'utiliser ces icônes. L'idée, c'est qu'on fournit non seulement euh, des, des icônes et des illustrations, mais les outils, les plugins, l'app, des packages NPM, bref, tous les outils qui vont permettre au maker, à l'utilisateur, développeur ou project manager ou au designer, de travailler le plus vite possible et le mieux possible. Donc Hmm. j'ai 3 développeurs, j'ai 6 designers qui travaillent à Chiang Mai, puisque j'étais là-bas, j'ai créé mon studio là-bas. J'ai maintenant un directeur artistique qui est au Brésil, donc c'est évidemment tout le monde travaille à distance. J'ai également un réseau maintenant une dizaine d'illustrateurs qui font des illustrations. Donc tu vois, en 2012, quand j'ai lancé Streamline, j'étais tout seul. Maintenant, il y a presque 20 personnes associées au projet, quoi. Est-ce que en 2012, tu te rappelles, c'était quoi ton revenu récurrent à peu près mensuel Sur pour les, sur les revenus, je suis désolé, je vais pas pouvoir trop communiquer. C'est Ah, possible, ah, ça? C'est oui, oui, décevant? tu peux. Alors, on essaie d'être transparent au mieux, bien sûr. Je comprends bien que des fois, il y a des choses de la concurrence qui compliquent la tâche. Mais est-ce que tu peux donner une approximation? Parce que, J'étais à euh, plusieurs milliers de dollars par mois, ok. en Donc, 2000, déjà en au moment où 2012. tu. Ouais. Ça, c'est au moment où tu te dis, je passe à plein temps dessus, c'est ça? Donc je faisais autant, puisque quand je... Oui, je faisais autant quand je travaillais en tant que designer Freelance. d'interface, puisque j'étais à Ouais. l'époque déjà, j'étais déjà à 600 euros à la journée en 2008, quoi. Donc je vivais bien déjà. D'accord. Le problème, c'est que tu factures pas 20 jours par mois, quoi, Oui, c'est en sûr. freelance. Mais je vivais bien et donc je suis arrivé au même niveau de salaire, de revenus, D'accord. Ouais. pardon. Oui, c'est ça qui t'a permis de te dire le switch est faisable, quoi. Mhm. Ok. Après, donc, tu as le revenu. Après, tu peux parler du revenu des ventes. L'année dernière, vraiment un gros volume de ventes. Mais puis, évidemment, tu as plein de frais, quoi. Plus Oui. tu... Au début, j'avais un taux de profitabilité, si on peut parler, quasiment de 95%. J'étais tout seul. Tu fais un truc, tu le mets sur Gumroad, tu le mets sur C'est PayPal. ça. Enfin, c'est c'est Tes, tout bénef. tes- Et après, tes seuls frais, pardon? c'est la TVA et le comptable, quoi, au début. Et même pas la TVA, puisque t'es en Asie, Ah oui. expatrié, quoi. Mm. Euh, Du Après, coup, oui. ouais, vas-y. Ah ben vas-y, si tu peux Non, enchaîner, parfait.
Vas-y, enchaîne. Bah, j'allais te faire continuer sur ton lancement. Donc, le passage où toi, tu te lances à plein temps dessus. Donc, à ce moment-là, tu es à Chiang Mai. Et qu'est-ce qui se passe pour le projet, en fait? Une fois que tu commences à te mettre à plein temps dessus, c'est quoi les étapes d'après? Ben, je commence à avoir trop de boulot. Donc, ma femme qui avait embauché un gars, on travaillait à la maison, dans un petit bureau. Ma femme avait un business pour apprendre le thaï en ligne. Elle est thaï américaine. Et donc, elle avait embauché un gars qui s'occupait de faire les vidéos. Et je commence à lui voler le gars qui fait ses vidéos pour lui dire, est-ce que tu peux m'aider avec mes icônes? Et j'embauche mon premier designer, qui est maintenant, c'est le premier, c'est lui qui est maintenant responsable du studio là-bas. Et puis après, on commence à avoir trop de travail, alors j'en embauche un deuxième, quelques mois après. Et c'est un peu l'idée, plus tu rentres dans le projet, plus le projet se développe, plus tu as besoin de personnes, plus ça devient ambitieux. Donc évidemment, plus ça commence par contre à coûter d'argent, Oui, plus le taux de profitabilité baisse. c'est Et ça. plus les Mais frais fixes montent, quoi. c'est ça. Mais du coup, tu gagnes en résilience dans le temps. Parce que quand tout repose sur toi, au bout d'un moment, tu es fatigué, tu t'épuises, tu as moins d'idées. Enfin, j'ai en tout cas cette impression. Et plus tu enrichis ton équipe et plus la consistance dans le temps se maintient. Parce que C'est vrai. Et puis tu as la compétition. C'est vrai ce que tu dis, tu as aussi la compétition. C'est que quand j'ai commencé, j'avais un pack de 750 icônes. C'était énorme. Aujourd'hui, c'est quasiment un truc que tu peux trouver gratuit. C'est-à-dire que les attentes des gens maintenant, ils demandent quelque chose de énorme, parfait. Et ils vont te dire, ouais, mais il faut un plugin pour Figma. Et j'ai besoin d'Icon Font, tu vois. Donc le ouais, truc, c'est ce qui fait la différence dans le marché. Les gens maintenant, ils vont aller vers les meilleurs, hein. J'ai des compétiteurs comme Font Awesome, Nucléo, enfin d'autres compétitions qui font du bon boulot aussi. Et euh, si tu n'investis pas, si tu n'embauches pas, si tu ne deviens pas plus gros, euh, comment dire, tu fais plus partie des choix que les gens vont faire. mm, C'est un peu oui, un oui, classique hein, finalement de ce qu'est le capitalisme et l'économie, quoi. Tu es obligé d'investir et de grimper, quoi. et de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ouais. Je Ou alors comprends. je change de secteur et je trouve un nouveau territoire vierge où il y aura moins d'attentes. Mais si tu veux rester aujourd'hui sur le créneau icône illustration, il y a énormément de compétition de pays avec des pays comme l'Inde maintenant, comme l'Égypte, où il y a des gens qui font du bon boulot et qui ont des grosses équipes. Il y a les Russes aussi, qui ont des grosses équipes et qui ont des bas salaires. Et donc, tu vois, c'est Oui, je vois. Ouais. Est-ce que c'est un peu ce que tu fais avec les illustrations? Tu les avais dès le départ ou c'est un peu nouveau? Parce que quand on a discuté, j'ai l'impression que c'est c'est un peu plus neuf. nouveau. Hmm. C'est sur les trois dernières années, j'ai commencé à essayer de trouver, bon, je propose des icônes, est-ce que je peux ajouter autre chose? Et les illustrations. Parce que ça, c'est clairement sexy, en tout cas quand j'ai vu ton produit, versus un Fountain Awesome dont je suis client depuis je sais pas combien d'années, et Uhum. dont je vais switcher à une seule condition, si ton moteur de Ok. recherche sur ton site est plus performant parce qu'il est pourri celui de Fountain Awesome. Et franchement, j'en ai marre de les Ah, utiliser. À chaque fois, waouh. il est super long, le site de Fountain Awesome, les icônes sont bien en soi, le travail est bon, mais rechercher un icône sur le Waouh. site, c'est pas du tout performant. Ah, intéressant, parce qu'on a également des problèmes de performance. Bah, La raison pour laquelle j'ai embauché un troisième développeur et maintenant peut-être un quatrième, c'est qu'on va mettre le paquet sur améliorer nos performances. Mon concept, c'est on est un moteur de recherche d'icônes. On est le Google des icônes, avec des icônes, si tu veux, que nous seuls produisons. Mais actuellement, le site pour moi est trop lent. Les recherches ne sont pas parfaites. Et donc là, on a arrêté de développer des nouvelles fonctionnalités. Et la priorité de l'équipe, c'est résoudre les bugs, avoir des résultats super rapidement et avoir également un affichage des icônes, bref, quelque chose qui soit super rapide. Et là, on va y passer des semaines dessus. Donc, tu peux déjà essayer Sketch. Si tu utilises Sketch, on a un plugin Sketch. Je t'enverrai un lien pour avoir la version premium, évidemment, où tu l'as peut-être déjà. je crois que tu me l'as envoyé Et déjà. le plugin sur Sketch montre, c'est déjà beaucoup plus rapide en fait que que l'application web qu'on a. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus light en fait. C'est juste ça un truc pour charge que les afficher icônes. exactement. Et tu les drops.
tu les insères dans Sketch. Celui pour Figma, on a un énorme problème de performance. Pourquoi? Parce que Figma t'impose des restrictions en bande passante dans leur plugin à l'intérieur de leur app. Ah, Ouais, ah on a découvert ça. Donc ça rame. Et c'est pour ça qu'on va vraiment faire un énorme effort pour tout reprendre à zéro et améliorer les performances. mais je pense que tu convaincras plein de développeurs et plein de makers en taclant Fantosum ou les concurrents sur la performance, parce que c'est vraiment mon pain point en Waouh, utilisant, et je suis pas le absolument. seul. Je suis pas le seul. Mais tu vois, ça renvoie aux attentes des développeurs, quoi, des utilisateurs. Ouais, Il y a 2 ans, tout ce que je fournissais, c'était un pack d'icônes avec un zip. Tu vois, tu avais un fichier, des fichiers pour Figma, des fichiers pour Sketch. Maintenant, tout le monde veut une app. Donc là, j'ai investi mais un paquet d'argent, de temps et de stress dans une application. C'est une horreur. Gérer un projet application, c'est une horreur. C'est tout le temps des délais, tout le temps des problèmes. Ça te pompe un temps incroyable, quoi. Mais tu vois, ça te montre ce qui se passe. Tu as un produit qui marche et après, il faut toujours rester dans la course. Enfin, c'est mon expérience. non, non, mais je pense que c'est pas que la tienne, hein, c'est l'expérience de tout le monde. Personne fait un truc et après ça marche toute la vie. Je, Exactement. je crois que c'est un peu l'idée. En tout cas, moi, mon idée en tant qu'indépendant, c'est j'aimerais faire des projets qui font que pendant un mois, 2 mois, tu vois, comme ta lune de miel, je peux partir et ça continue à Mhm. faire des sous. Pas toute la vie, Mhm. mais je peux le faire Mhm. pendant un mois, 2 mois. Je pense C'est que vrai. quand je serai là, je me considérerais vraiment confortable, quoi. J'ai pas de doute que tu vas y arriver. Il y a Merci. tellement d'opportunités maintenant. On voit énormément de makers. C'est l'époque rêvée pour être un maker, quoi. Le coût maintenant des logiciels, c'est quasiment rien pour démarrer, quoi. Tu as des Ouais. produits incroyables. Après, c'est un peu la problématique aussi, c'est que comme tout se démocratise, il faut arriver à vraiment avoir une valeur particulière qui fait que les gens sont prêts à payer plutôt que d'utiliser une alternative ou X alternative pour y arriver gratuitement. C'est vrai. Et tu sais, Tu c'est vas un sur grand. Product Hunt, j'ai essayé de faire des lancements sur Product Hunt récemment, mais tout le monde s'en fout, quoi. C'est même, j'ai pourtant 11 000 followers sur Twitter, j'ai un bon réseau, quand même de gens qui sont un peu influents, et pour arriver à capter l'attention aujourd'hui des utilisateurs, c'est extrêmement difficile parce que on est complètement débordé d'informations, débordé de nouveaux produits. Il y a un côté chance et il y a un côté vraiment détecter très rapidement le besoin, le nouveau besoin. Il faut presque être un commando si tu veux. Tu vois quelque chose qui Mhm. sort comme iOS 14 et tu te dis, waouh, c'est ça qu'ils veulent. Tu sautes dessus et tu es le premier à le proposer là. Et là, le gars, là, il explique, je reviens à cet exemple, Ouais. il explique qu'il voit énormément de copycats maintenant, énormément de gens prêts à le copier. Mais ça va être extrêmement difficile pour les autres maintenant. Euh, Ils sont dans la marée de tout le monde, quoi. Ils sont tous au exactement. même niveau. Quand t'es premier, c'est un avantage concurrentiel fabuleux. Et Mm. c'est souvent par chance que tu l'es. Et quand t'es Oui, premier, c'est un game changer, quoi. Du coup, j'aimerais savoir un petit peu sur tes projets. Donc, c'est Streamline, la première version, tu l'as lancée donc en 2012. 2012. Et Alors j'ai après, sur mon site web, si vous allez sur webalice.com, WEBALYS.com, j'ai tout en haut un lien vers mon histoire qui explique un peu tout ça, qui explique un parfait peu ça. tous les produits que j'ai faits. Quelque Ok. chose comme en 10 ans, j'ai dû faire 10 produits en fait, dont beaucoup sont des échecs. Alors, raconte-nous un petit peu. C'est quoi celui que tu considérerais comme le plus gros échec que tu as eu? Le plus gros échec, c'est Fantastic. Fantastic, c'est quand j'étais encore en Thaïlande, j'ai embauché 2 développeurs pour créer une application qui permettrait à partir d'icônes de créer des fontes d'icônes. Donc Ouais. à l'époque, je crois que c'était peut-être 2013 ou 2014. Euh, à l'époque, c'était le seul moyen, si tu veux, d'utiliser les icônes d'une manière productive un peu, quoi. C'est ce que les développeurs demandaient. Maintenant, on a d'autres technologies. On a les NPM package pour les développeurs.
Et puis aussi, on a des applications maintenant pour chercher rapidement les icônes. Euh, Comme Iconjar, par exemple, qui est très bien si vous utilisez les icônes. Euh, donc j'ai embauché 2 gars et je croyais que ça allait être simple et c'est mon premier management de projet informatique et c'est une horreur. On pensait que ça allait être rapide et c'est un puits sans fond quoi. C'est un puits sans fond, ça traîne, il y a toujours des problèmes. J'avais embauché un développeur au début, ça avance pas vite, j'en embauche un deuxième, c'est toujours pareil, ça va pas vite. Euh, et puis c'est peu rentable finalement par rapport à l'effort, c'est pas rentable du tout. Et je me rends compte qu'en plus, je suis designer, je ne comprends rien à l'informatique, à tout ce qui m'explique. Euh, donc, euh, donc je décide d'arrêter le projet, de le revendre à quelqu'un d'autre, qui est un développeur, et de limiter la casse, quoi. Donc D'accord, au ouais. minimum, je me suis rendu compte, ça me pompe trop de temps. Je l'ai lancé, j'ai eu des utilisateurs payants, ça marchait, c'était profitable, mais très peu, comparé à si je produis mes icônes et que je les vends avec un zip, quand je faisais avant. Ouais. Là, je fais 10 fois plus d'argent pour le même temps que je passe dessus. Oui, c'est clairement pas efficace du coup. Donc, Si, donc je me concentre, et c'est la discussion qu'on avait sur les projets, trop de projets. Et là, je décide, je sabre, je coupe ce projet et je revends à quelqu'un. À la limite, je récupère un peu d'argent par rapport à l'investissement que j'avais fait. Au final, ce projet a dû me coûter zéro ou j'ai dû perdre un peu. Si tu considères tout ce que j'ai investi, et on parle uniquement au niveau financier, de l'argent pour payer mes développeurs. Par contre, si je considère le temps que j'y ai passé en termes ouais. de temps-heure, en disant, tiens, j'aurais pu facturer ce temps-là 100 dollars de l'heure, par exemple, ou consacrer un projet qui rapportait plus. Donc c'était un échec, mais je crois que la leçon de ça, c'est quand on s'aperçoit qu'un projet ne marche pas très bien, il faut soit l'arrêter, soit le revendre, soit peut-être le rendre open source et bénéficier au minimum de la visibilité du trafic qu'il pourrait créer sur d'autres projets. Il ne faut vraiment pas hésiter à sabrer un projet quand ça ne marche pas, quoi. Je suis plutôt d'accord. J'aime bien la dynamique de l'open sourcé parce que ça permet des fois qu'ils vivent, qu'ils trouvent une nouvelle vie et qu'ils soient pas juste jetés à la poubelle. Je trouve que c'est une belle alternative. Souvent, si tu peux pas le revendre, bien sûr. Parce que là, ça aussi, je trouve que c'est un truc qui est pas très connu dans le monde des makers. Genre, vendre un site internet pour plein de gens, ça paraît insensé, ou un projet, tant qu'il n'est pas physique, tu sais que c'est pas une entreprise où tu construis des meubles ou un truc. Les gens ont beaucoup Mhm, de mal à se dire encore, alors qu'on est en 2020, que ça peut se revendre. Il y a un maker qui est dans le chantier avec qui j'ai parlé récemment. Je devais l'avoir dans le podcast. Et mhm. je le relance pour lui dire alors, on peut le faire en septembre, le podcast, etc. Et il m'a dit, bah non, je pars vivre en Amérique du Sud et du coup, je peux plus faire mon projet. Du coup, je l'arrête. J'ai dit, mais tu gagnes des sous avec ce truc, pourquoi tu l'arrêtes? Il dit, bah je peux plus le faire, alors du coup, bah j'arrête. Je dis, mais tu sais que ça se revend, hein, les Ouais, projets. Et il m'a dit, j'y avais pas pensé. Je dis, ah, quoi? Je crois qu'il faisait 10K par mois avec son projet quand même, tu vois, c'est pas rien. c'est fou. Ouais, et le mec se dit, j'ai pas pensé que je pouvais le revendre. Parce qu'on connaît pas les plateformes encore, ouais. Mais je veux le contacter, ton ami. Alors c'est très particulier comme Ouais. marché. Et je peux pas en parler parce que du coup j'ai dit les Non, montants de d'accord. gagner. Mais, mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est hallucinant comme il y a plein d'opportunités. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a tellement d'informations maintenant qu'il y a plein de choses qu'on ignore. Mhm, C'est un peu un truc qui est rigolo d'ailleurs parce que j'ai vu un tweet passer aujourd'hui où on a des gens qui sont allés à l'école, on leur a dit ouais mais tu pourras pas chercher sur Google quand tu travailleras plus tard parce qu'ils mhm. trichaient. Et sauf que dans le métier de développeur par exemple, tu passes ta vie à chercher sur Google. Et même un bon développeur, c'est quelqu'un qui cherche très bien sur Google. C'est vrai. Et, et je crois que dans notre monde, ça devient de plus en plus une compétence importante de savoir trouver une information. Parce que Internet est vaste, tu as toutes les informations du monde disponibles, mais le mec qui sait packager les informations super rapidement, il est devant tout le monde. C'est, Exactement. il n'y a C'est aucun doute. exactement tout à fait d'accord à 100%. Premièrement, sur le côté que beaucoup de makers sont un peu candides, particulièrement en France,
vivant aux États-Unis et ayant vite vécu dans d'autres pays, euh, je réalise la différence. La France a une approche à l'argent qui est différente. Euh, Ils ont du mal à... On a un rapport à l'argent qui est l'argent est un peu sale. Et on aime créer, et on aime... Clairement. il est difficile de se mettre en valeur en France déjà, de dire, waouh, je suis très fier de ce que je fais. Alors que les Américains, ils vont dire, mon produit, c'est le meilleur du monde. Ça cartonne, ça va changer ta vie. Et ils ont ça intrinsèquement, et évidemment, il y a des excès ici. Mais Oui. si les Français, parfois, très souvent, ils ont du mal à monétiser leur passion, ou à se mettre en valeur, ou à les marketer. C'est des très bons créateurs. Il y en a qui se débrouillent très bien également en tant qu'entrepreneurs. Mais parfois, ils oublient un peu le côté profitabilité et argent. Parce que l'argent, pour moi, c'est l'achat de la liberté. C'est Si tu un arrives à outil. créer ton revenu, tu deviens libre. C'est pas j'ai envie d'amasser de l'argent, c'est pas être avare, quoi, mais c'est voilà, je peux dire non, je peux travailler sur les projets que je veux, je peux avoir la vie dont je rêve. Ça, c'est la première chose. J'ai complètement d'accord sur l'idée de aujourd'hui, le problème n'est pas l'accès à l'information, mais à la synthétiser et à la régurgiter, à être comment on appelle ça, un vulgarisateur. Il y a des tas de gens qui font énormément d'argent en faisant un e-book, hein, mais le truc des e-books, c'est carton, quoi. Euh, les mecs qui ont fait le projet la Tailwind CSS, Ouais. ils ont sont fait mais des millions de dollars à créer en fait, un livre qui est destiné plutôt aux développeurs pour leur apprendre comment faire des interfaces, des bonnes interfaces et comment designer. Comment il s'appelle le livre déjà? Alors, j'ai oublié, tu vois, j'ai un gros C'est trou. Je l'ai Re- acheté d'ailleurs. Rethink Design. Merde. C'est un truc qui commence par Re, on est d'accord? Attends, je regarde, c'est dans mes achats. Ah, quelle horreur, j'ai complètement. Je suis désolé, on va couper ce moment-là, hein. Tu me donnes une minute. Books, voilà. Refactoring du web. Refactoring. Ça commençait par Re, je le savais. Et c'est ça. Ouais, c'est vrai que Et ils se sont fait, je sais plus, au compteur, c'était déjà il y a un an, plus d'1 million. Enfin, c'est du. Et alors le e-book, alors là, tu es sur un taux de profitabilité, tu n'as pas besoin d'application, tu n'as besoin de rien. Tu as 95% de profitabilité, quoi. Et ça, il y a d'autres cas où des gens, en fait, sont capables de vulgariser quelque chose qui existe déjà. La connaissance est là, mais leur valeur ajoutée, ça prend du temps et c'est pas, je veux dire, c'est pas, c'est du travail, c'est énormément de travail, mais le synthétiser, le rendre simple, le rendre accessible, ça c'est un marché et surtout maintenant avec les gens qui travaillent à la maison, avec le fait que on va apprendre beaucoup par Internet, être capable de créer peut-être des vidéos YouTube, des livres, c'est un marché gigantesque. Il y aura toujours des petites niches sur lesquelles il est possible de faire beaucoup d'argent. Mm. Tu me fais penser justement à une fille que je suis sur LinkedIn qui s'appelle Delphine, qui Mhm. fait une newsletter ce qui s'appelle Budget Chéri, où elle parle de gérer mieux ses finances, son budget, etc. Et elle a lancé un e-book pareil, où elle a dit clairement, j'ai acheté Mhm. 192 formations en ligne et livres en tout genre sur la finance personnelle. J'ai fait un e-book qui le résume pour 87 balles, je crois. Et Waouh. ça a super bien marché. Parce que les gens, ils sont là, ah ouais, donc t'as passé je sais pas combien d'heures à lire des trucs, à regarder des formations et t'en as pris l'essentiel et tu nous as fait un e-book. Parfait. J'aurais déjà Exactement. fait ton taf. Mais le e-book, je peux le dire. Exactement, ouais. Mm. C'est un très bon point, ça, pour tous les makers qui trouvent pas d'idées, parce qu'il y en a aussi. Vous pouvez agréger du contenu de manière efficace et compréhensible. C'est un très bon départ pour se lancer, je pense, dans les business. Particulièrement en tant que Français, quelqu'un qui est capable d'aller chercher la connaissance qui est en anglais, parce que les Français maintenant quand même parlent un bon anglais, lisent beaucoup, mais quand même il y a peut-être un avantage à pouvoir lancer un livre en français. Donc s'il est capable de trouver le... Pardon? C'est rigolo que tu parles de ça parce que Mhm. j'ai
capté ce problème moi aussi et je me suis dit, c'est vraiment un truc, il y a plein de Français qui lisent pas de trucs en anglais parce que Mhm. c'est compliqué, on est des brels en anglais, hein, qu'on se le dise. Hmm. Et du coup, je me suis dit: «Putain, mais le livre de Peter Level qui est super, je trouve, pour, Hmm. en tant que maker, il n'existe pas en français». Du coup, j'ai envoyé un tweet, j'ai dit: «Est-ce que je peux traduire ton livre?» Il m'a jamais répondu, mais j'ai essayé de faudrait que je le relance. C'est une bonne idée, ou tu peux voler le contenu. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul makers aujourd'hui intéressant. Euh, enfin, je veux dire, voler le contenu, je suis, comment dire, provocateur ici. Mais l'idée, c'est que tu peux aujourd'hui avoir une dizaine d'exemples. Par exemple, les mecs ont fait Tailwind.css, Steve Schoger et Walton, je crois qu'il s'appelle. Euh, Adam, je crois, tous, Adam. Adam Walton, sorry. Et tu peux étudier leur succès, lire leurs livres et justement faire une synthèse qui peut être même adaptée au niveau des Français, connaissant les spécificités françaises. La manière dont les gens pensent en France, ce qui pourrait vraiment les intéresser, une manière de communiquer qui peut faire beaucoup plus sens pour des Français. Par exemple, tu peux axer sur, il y a plein de gens, j'imagine, en France, qui sont dans des boîtes très corporate, où ils se sentent maltraités, ils se sentent, comment dire, comment dire, ils se sentent À leur sous-payés place. par rapport à leur qualité ou négligés, si tu veux, c'est ce qu'ils vendent ici beaucoup aux États-Unis. Je sais pas comment c'est en France. C'est sortez du 9 to 5, sortez du boulot de 9 heures à 5 heures. Et il y a un énorme marché là sur ces gens qui veulent bouger sur du côté maker. Bon, c'est ce que tu fais, quoi, mais quelque chose, peut-être, par exemple, c'est un angle qui serait adressé au vous travaillez dans une boîte de merde, vous en avez Ouais. marre, voilà la clé de sortie, quoi. Par exemple, c'est un exemple. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Parce que j'ai un e-book sur Indie Makers où j'ai un résumé en 6 étapes en gros pour lancer son projet, mais c'est très générique. Et c'est vrai que ça peut être une idée intéressante parce que finalement le content je l'ai déjà, il faut juste le rebrander spécifiquement pour un persona quoi. Surtout si tu le fais avec un angle avec un angle provocateur, avec une mission, avec quelque chose sur lequel tu te bats. C'est ce que montrait 37 Signal, qui est Basecamp maintenant. Ils ont fait des livres également là-dessus, où ils expliquent trouver votre ennemi. Vous devez être David contre Goliath. Donc, si tu fais un truc générique sur c'est vrai, vous pouvez devenir indépendant, ou si tu fais un bouquin qui est avec un titre choc qui explique ta gueule patron, Ouais. je me barre, par exemple, tu as un truc waouh, qui choque et c'est quoi et tu l'axes sur euh, j'en ai marre de ce boulot, j'estime que je vaux plus et tu vois, j'ai envie d'ouvrir la clé des champs et de vivre ma vie à plein, quoi, et de devenir indépendant. Libérez-moi, ou ce que tu veux, Ouais. quoi. Tu vois, si tu as un axe comme ça, et du coup, tout s'enchaîne, quoi. Quand tu as un axe fort, tout s'enchaîne. Enfin bref. Je vois bien ça. En plus, ce que tu as dit, ça fait un peu écho à une pub qu'il y a eu il y a 10 ans, je pense, pour tu sais, les gens qui gagnaient au loto. Le mec qui gagnait, il allait voir son patron et il Uhum, l'envoyait chier. Et je pense que reprendre cette catchphrase du truc du loto qui est dans plein d'esprits de gens, uhum, ça pourrait être vraiment très catchy, quoi. uhum, c'est cool. Grave, grave. C'est Surtout super que intéressant. côté culture, il devrait y avoir un chapitre en France. J'y reviens sur l'argent, c'est pas sale, c'est la liberté aussi. Sur le côté, les Français, on nous a appris à l'école, par exemple, la manière d'écrire en France. Quand j'étais à l'école, on me disait, il faut surtout pas répéter un mot dans votre rédaction. Il faut toujours trouver des synonymes. Donc on t'apprend à écrire d'une manière comme si tu étais Zola, si tu veux, quoi. Ouais. Et alors que les Américains, ils s'en foutent. L'important, c'est quand ils écrivent, c'est euh, l'efficacité. Et nous, on écrit d'une manière très littéraire. Alors heureusement, maintenant, à l'époque d'Internet, il y a beaucoup de Français qui lisent énormément en anglais, qui voyagent et tout, qui commencent à adopter ça. Et j'imagine que la personne dont tu me parles, la fille, j'ai oublié son prénom, mais qui a digéré toute cette connaissance et qui l'a vulgarisée, elle est justement de cette approche-là. Justement de pas avoir de problème à s'inspirer de sources, à vulgariser, sans doute une écriture efficace. Euh, En France, on a
si tu te mets en valeur, si tu dis mon boulot, ce que je fais, ça cartonne, les gens se disent, mais c'est un branleur ce gars-là. Oui, oui, Tu clairement. vois, il a un ego de fou, quoi. Alors que ici, aux États-Unis, on te dira, waouh, il est inspirant, quoi, il est inspirational. Je Euh, pense qu'il y a un vrai biais culturel en France qui est difficile à appréhender quand tu es maker. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la façon d'écrire, moi, c'est un truc qui m'a énormément touché, alors que je suis vraiment pas très bon en orthographe et je pense de plus en plus à transformer tout ce que je fais en anglais parce que je suis pour l'efficacité et pas pour la complexité volontaire. mhm, Euh, et quand je suis parti à l'étranger, que j'ai appris à parler anglais, parce que j'étais très nul comme la plupart des Français, et bien du coup, je me suis retrouvé à parler et à souvent me répéter. Et je trouvais ça horrible. J'avais vraiment cette sensation de mhm. je suis nul en anglais. Et du coup, je l'ai dit à des gens. Ils m'ont dit, mais tu parles super bien anglais pour un Français. J'étais là, mais j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Je me dis, Ouais. bah non, non. Enfin, ils comprenaient même pas ce que je voulais dire par je me répète. Ils disent, bah, enfin, Mhm, et c'est impressionnant comme nos biais culturels, ils nous empêchent de faire des trucs ou ils nous empêchent de nous sentir à notre place parce que clairement, j'avais honte de parler du coup à cause de ça. mhm, Alors que c'est juste un biais culturel, ça n'a rien à voir, c'est pas factuel, c'est juste dans notre culture. Et dans mhm. notre culture entrepreneuriale, il y a plein de trucs comme ça qui nous empêchent d'avancer. Et c'est fou. Récemment, je parlais avec un entrepreneur qui avait ce problème-là. Ça lui pesait énormément. Et le seul truc qui lui pesait, c'était notre culture, finalement. C'est pas, ce qu'il faisait, c'est très bien. Tu vois. C'est un peu ce que je lutte avec ce podcast. Je veux qu'on casse Ouais, notre culture pour avancer. exactement. Euh, ok, on a pas mal Wow, divagué, mais c'est super, super n'est-ce pas? intéressant. J'ai vraiment kiffé. Euh, J'aimerais un peu revenir sur mes questions de deuxième partie. Du coup, Ok. là actuellement, avec tes projets et particulièrement Streamline, c'est quoi tes objectifs? Où c'est que tu veux l'amener ce projet? Déjà, je me suis complètement ressenté sur Streamline, puisque auparavant, on a oublié un peu, j'ai lancé plein de projets, j'ai lancé d'autres types d'icônes qui s'appelaient les Ego Icons, Nova Icons. J'ai lancé, chacun avait un site web séparé, c'était énormément de travail pour les marketer, pour les lancer. Et là, l'idée, c'est que je me ressens sur Streamline, je me ressens sur l'application. J'ai plus que des assets, j'ai plus que des images et des icônes, je crée un workflow pour mes utilisateurs qui peuvent trouver rapidement un icône, une illustration et l'intégrer dans leur travail, à l'intérieur de leur application préférée, Figma ou Sketch. Ou, quand tu es un développeur, un package NPM. On a même quelque chose d'énorme qui va arriver, on va faire... j'ai pas le droit d'en parler, mais on bosse avec une collaboration avec une des plus grosses boîtes d'édition de software au monde, où ils vont intégrer Streamline dans un produit très prochainement, mais j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Euh, et donc ça c'est l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ce centre unifié un peu, ce que je suis en train de créer c'est un icon cloud, ou une illustration cloud. Et à partir de ça, en fait on a deux axes, on crée plus de contenu, et on est en train de créer des choses incroyables, des nouveaux packs d'illustrations, avec des styles vraiment variés, vraiment intéressants, et plus d'icônes, plus de variations d'icônes. Par exemple, mon best-seller Streamline, on va faire une version qui est avec un effet crayonné, si tu veux, un effet comme si c'était fait au marqueur, qui a un Ah, côté moins strict, moins pro, plus hipster, on va dire, plus humain. Donc par exemple, donc on crée du produit, et là j'ai presque, c'est un peu une usine de production de contenu maintenant, et de l'autre côté, on développe les produits qui permettent de les utiliser. Donc vraiment, c'est juste se concentrer là-dessus, et une fois qu'on a ce processus en place, on peut, dans les prochains mois, on pense par exemple à des illustrations pardon, 3D, et ainsi de suite. Donc après, une fois qu'on a ça en place, une fois qu'on a l'outil, mon idée, ça va être d'observer les, les demandes, qu'est-ce que les utilisateurs veulent, d'observer les nouvelles tendances et de leur fournir. euh, c'est un peu comme travailler dans la mode. clairement. Bah, de toute façon, le design, ça s'en rapproche. Et Hein. si les gens en ont marre un peu à un moment de mes icônes Streamline, ils vont demander autre chose. Il y aura toujours besoin d'éléments graphiques en fait. Donc c'est ça l'idée, c'est le futur, c'est ça, je le ressens. Par contre, je mets un paquet sur le développement. À terme,
On va avoir même des outils qui te permettront de faire plus de choses dans l'application elle-même. Donc voilà, c'est les deux grands axes, hein. C'est produire du contenu et les outils qui permettent de les utiliser si tu veux. C'est un peu quelque part une approche Apple à Apple. Parce que Apple, c'était ce qui a fait leur force, c'est une solution intégrée. C'est d'avoir à la fois le hardware, l'ordinateur, et également le système d'application. Donc c'est pas, je ne me compare pas à Steve Jobs, mais l'idée c'est pouvoir fournir à la fois le contenu et l'outil pour l'utiliser. C'est ça qui va vraiment faire la force de mon produit. C'est pour ça que je me concentre là-dessus. Ah, mais là, moi, je suis convaincu que c'est quelque chose de super intéressant. Enfin, quand tu vois tous les plugins qui ont cartonné pour les designers, etc., c'est que, enfin, tous les outils pour designers, c'est quand ça s'intègre à leurs outils existants et que de bout en bout, ça s'enchaîne super bien et Hmm. c'est smooth, quoi, la transition pour y accéder, quoi. C'est exactement le pain finalement dans Photoshop. Je suis dans mon outil VS Code et pour trouver l'icône, ben, je suis obligé de retourner sur le site, etc. Donc, fais une extension VS Code, note-le. Bah justement, ce sera, je te dis pas avec qui, mais ça va être une extension VS Code. D'accord. C'est le projet sur lequel on est en train de travailler. C'est une extension VS Code. Tu tapes, en fait, et dans VS Code, tu sors même pas de VS Code euh, avec autocomplétion, quoi. Et tu peux insérer directement le code, ça va T'as tout, cartonner, quoi. t'as tout gagné. Clairement, je pense Fantasome, ils vont pleurer, ils vont perdre plein de clients, ils vont pas comprendre. Ouais, je pense qu'ils sont bien. Si tu les regardes en termes de trafic, de notoriété d'utilisateurs, ils sont 10 fois plus gros que moi, quoi. Ils se débrouillent Oui, bien. bien sûr. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont pas, c'est le end-to-end que tu fais toi, tu vois. Par exemple, enfin, moi je suis développeur, tu parles, Hmm. je suis un de tes clients, quoi. Et Voilà. clairement, à chaque fois que j'utilise des icônes, si je veux mettre des illustrations à côté, ça va pas. Il n'y a rien qui va avec. Parce que bah, Hmm. l'icône, c'est font awesome et les illustrations, je les prends sur un draw. Et du coup, bah, c'est pas de concordance, Yep. quoi. Ah bah ça tombe bien, il faut qu'on parle. Tu sais que j'ai créé une communauté pour mes top makers. Je crois que je t'ai invité. Alors, tu m'as invité sur tes produits, mais je suis pas vu la communauté passer. En fait, t'as accès donc à tous les produits qu'on est en train de développer en ce moment. Tu peux télécharger les versions SVG, Iconjar. Et donc tu verras qu'on a des packs d'illustrations qui arrivent avec trois ou quatre styles différents, dont un qui par exemple se marie très bien avec les icônes. Euh, on en reparle plus tard, mais c'est exactement l'idée. Je suis super ouvert à ça. Et pour laquelle j'ai créé cette communauté, j'invite des makers dont j'aime beaucoup le travail, beaucoup d'anglais, mais également des français. Et l'idée, c'est que je vous donne gratos mes packs, il y a une valeur énorme. Là, il y Oui. a un pack d'illustrations qui est presque prêt. On a 1000 illustrations dedans, quoi. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et donc, ça veut dire que tu as le même style. C'est-à-dire que tu peux piocher l'avantage. C'est quand tu veux faire une application, tu veux avoir quelque chose de cohérent. Et jusqu'à maintenant, les gens vont sur des trucs gratuits, ils vont essayer d'aller à Ouais, droite, à gauche et de marier les styles et on passe du temps un petit peu à tweaker ça, tu vois. fais une page. Et là, l'idée, c'est que je vous fournis 1000 illustrations et plus dans le futur, quoi. Mm. Exactement pour résoudre ton problème. Tu veux pas perdre de temps. Ton cœur de métier, c'est développer une app et rapidement trouver des illustrations, euh, quitte, une fois que le produit est lancé, à avoir un vrai illustrateur. Mon idée, c'est pas de concurrencer les illustrateurs. C'est qu'il y a Oui, à un beaucoup de moment. startups et de makers, quand ils démarrent, il faut lancer un projet rapidement. Et ça va les aider un peu à faire le lancement. Mais une fois qu'ils ont un budget suffisant ou qu'ils voient que ça marche, alors ils peuvent embaucher quelqu'un qui fera un illustrateur qui fera quelque chose de moins générique et plus vraiment sur mesure, quoi. Et c'est rigolo parce que j'ai envoyé du coup ton site à un ami qui est designer. Et ce qu'il a super plu, lui, justement, c'est qu'en fait, t'es pas Font Awesome, t'es pas le mec le plus connu de la place. T'es peut-être je sais pas, t'es dans les 10 premiers, quoi, mais du coup, t'es pas le premier. Et du coup, en fait, tes icônes, ils sont peu connus. Parce que t'es pas. Ah, Et du coup, il a dit, putain, mais je vais tout changer vers ça, parce qu'en fait, bah, c'est des Font Awesome, il y a plein d'icônes, ils sont vus et revus partout. Au bout d'un moment, t'en as un peu marre, ouais, tu t'habitues. Et du coup, ça crée un effet un peu moins c'est cool, quoi. Alors vrai, que le travail est bien, mais tu c'est t'habitues. vrai.
En même temps, je crois qu'on est les seuls à reconnaître les icônes. Je pense que 95% de nos utilisateurs ne les voient même pas. Je crois que c'est comme pour mon industrie est proche de celle des fontes, des typefaces. Ouais. Et Streamline, c'est pour moi l'Helvetica des typefaces. C'est-à-dire que c'est relativement neutre. Si tu regardes Helvetica, c'est quelque chose avec des courbes, quelque chose de neutre, mais de pas agressif, de générique. Quelque part, Helvetica, ça passe partout. Il y a des grands débats, c'est trop neutre et tout, mais qui le voit vraiment? Le problème, des fois, c'est pas d'utiliser la fonte, c'est la manière dont tu l'utilises. Et un grand designer, il peut même te prendre Arial ou Helvetica et te faire un design de fou, quoi. Donc l'idée des icônes, en fait, je pense, c'est que On c'est revient toujours. justement parce que c'est générique. Pardon? Je dis, on en revient toujours à cette sagesse des outils. Et les outils, ça peut être bon ou mauvais, c'est toi, c'est celui qui l'utilise qui le Mhm. détermine. C'est bien d'avoir les bons outils quand même. Oui, c'est sûr, ça aide. Ça aide, mais je reviens sur le côté neutre. Le- Ce que Fontassum fait est relativement neutre, les miens sont relativement neutres. J'ai des collections avec un style justement très angulaire, un peu Tesla, tu vois, leur Cybertruck, qui a été un échec commercial. Ça s'appelle les Ego Icon. Justement, j'ai passé beaucoup de temps à faire un truc vraiment différent et ça marche pas du tout comparé au produit qui est ultra générique. D'un point de vue entrepreneur, le produit générique peut être utilisé par beaucoup de gens, donc il est beaucoup plus profitable. D'un point de vue de la personne qui l'achète, ils savent que Streamline, ils peuvent l'utiliser. Les gens me disent, j'utilise partout, quoi. Ils l'utilisent sur tous leurs projets. Parce que c'est justement, c'est neutre. Et à la limite, je vois les icônes comme des panneaux sur l'autoroute. Les gens, sur une autoroute, vont très vite et ont peu de temps pour regarder les panneaux. Il faut que le panneau et même les icônes qu'il y a dessus, parfois les flèches, soient extrêmement lisibles. Parce qu'en fait, ils veulent aller très vite, ils veulent prendre la bonne sortie. Et c'est la même chose pour les icônes, qui sont les éléments de navigation sur un site web. Les gens vont très vite, sont pressés, restent 5 secondes, 10 secondes sur une page, même pas, 2 secondes et ils repartent. Donc les icônes sont les éléments qui leur permettent de naviguer rapidement. Donc est-ce qu'ils prêtent vraiment attention à l'icône en lui-même? 90% des gens, non. Enfin, je sais pas, je suis en train de détruire mon propre business un peu, quoi, mais je pense que Ouais, je vois pour ce la que tu... plupart des besoins, Je pense que les il faut... auditeurs comprendront. C'est, ça veut pas dire que ton travail ne vaut rien. C'est juste que c'est quelque chose de... La différence est difficilement perceptible pour Monsieur Tout-le-Monde. Ouais, Mais pour les gens concernés, c'est très perceptible. Exactement comme ce que je te disais tout à l'heure. La réflexion de Fontosum, c'est trop vu et revu. C'est un designer qui me l'a fait. C'est pas, ouais. c'est pas ma mère ou mon frère, tu vois, ou n'importe qui, quoi. Ouais. Et C'est, c'est pour ça qu'en fait, il te faut une boîte à outils. C'est un peu une boîte à outils, comme pour les fonds, t'en as pas qu'une. Et c'est le même c'est pour ça que je me sens pas trop menacé non plus par la compétition. Parce que je pense qu'un bon designer ou une agence web devrait avoir Fontosum, Streamline, etc. De la même manière qu'on a Helvetica, Futura, différents types de fontes. Il t'en faut, je pense, une de base générique qui marchera partout, et il t'en faut quelques-unes qui sont un peu plus, qui aient de la personnalité. Parce que des fois, il y a des projets qui demandent d'avoir de la personnalité, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est justement une question que j'allais te poser par rapport aux illustrations, parce que quelque chose que j'ai vraiment bien aimé sur Undraw et que je trouve qui est une killer feature sur les produits en général, illustrations et icônes, c'est de pouvoir avoir de la personnalisation sur les couleurs pour Hmm. vraiment avoir une légère personnalisation, parce que tu peux pas du coup avoir des dessins personnalisés, mais avoir des parties personnalisées, ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte, en tout cas pour les projets pas encore tout à fait assez matures pour payer un illustrateur, c'est un début de personnalisation, quoi. On a déjà ça. Dans l'application actuellement, tu peux modifier la couleur dans l'application, ce qui est bien. Parce que tu n'as pas à sortir l'Illustrator, quoi. Tu vas dans l'application, tu sélectionnes une illustration ou un icône, et tu peux changer la couleur et le télécharger en SVG ou, ou via le pack, quoi. Pardon, le pack NPM. Euh, et l'avantage des illustrations que je suis en train de faire, c'est qu'on a réduit le nombre de couleurs. La première qu'on va lancer, il y a une couleur d'accent, c'est en noir et blanc. C'est un style très tracé au marqueur. Tu as une couleur d'accent, une couleur.
sans plus. primordial. Et j'utilise moi-même pour mes propres besoins, pour l'application. Quand les gens, par exemple, ont signé, ils reçoivent un email, Welcome, avec une illustration, une nana qui ouvre les bras. Et le fait que tu as juste une couleur, quand tu changes cette couleur pour ton branding, qui est pour moi une espèce de vert, bleu-vert, tout de suite, ça colle à ton branding. Et même si c'est une illustration qu'ils vont peut-être voir ailleurs, le changement de couleur, effectivement, comme tu dis, ça a un effet énorme. Et ça colle avec tout le reste aussi, ça s'intègre avec l'ensemble de ton branding. Ça fait une intégration end-to-end, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, quoi. D'un coup, les icônes viennent un peu Yeah. de ta société aussi et de ton projet, et plus quelque chose à part, du coup, c'est plus intégré. Ben, je pense que ton projet est parfait. Je vais convaincre tous les gens que je connais de l'utiliser. Merci. Et il n'est pas encore parfait, merci. On est en train de le perfectionner. Et ce sera meilleur tous les jours. Il sera meilleur tous les jours. Très américain, ça. Et je pense que c'est une des grandes qualités, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de se coucher, de pouvoir dire, OK, je peux mourir ce soir. Le fait de chaque jour faire un peu mieux, c'est un des trucs, Hmm. une des recettes pour être heureux, je pense. C'est vraiment de chaque jour être un peu mieux. Que ce soit toi, ce Hmm. que tu fais dans ton business et tes relations. Si tu le fais un petit peu chaque jour, Exactement. ça va se passer. Il y a ce côté très, tu vois beaucoup de designers qui te disent, surtout avec le Covid, que tu voyais faire comment dire, de la menuiserie. Je sais pas si tu as vu ça, des gens qui sont mis à la menuiserie. Et il y a ce Dieu. côté, quand tu es designer ou maker, pour moi, qui renvoie à, tu sais, le plaisir d'être dans ton atelier, de prendre ton temps, de faire les choses bien et de polir, de fabriquer ton meuble, de le polir, de mettre une couche de vernis par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'améliorer petit à petit. Et je pense que c'est le plaisir, il y a un plaisir là-dedans. Et je pense que c'est le plaisir du maker, c'est de, quand ton produit marche, qu'il commence pardon, à être profitable, et que tu peux le perfectionner petit à petit, écouter les gens dire, ah ok, il y a un problème avec ça, je vais le résoudre. Surtout pour toi, tu es quelqu'un de très chanceux, tu es développeur. Le grand regret que j'ai eu, les développeurs sont les magiciens. Moi, je suis dépendant d'un développeur pour faire une application. Toi, tu as une idée, tu peux tout de suite la faire. Tu peux passer ton week-end et la faire qu'elle devienne réelle, quoi. Mm. Ça, c'était génial. Mais c'est en train de changer avec le mouvement no code. C'est Donc, ce que sur je les veux dire. 20 dernières années, les seules personnes qui pouvaient vraiment faire quelque chose, c'était les développeurs. Avec le no code, on voit des gens qui n'ont aucune connaissance, qui ne sont pas développeurs, qui peuvent vraiment lancer un produit qui ne va pas être parfait, mais qui est vraiment interactif, qui a des bases de données, qui a une vraie interface, enfin, qui, tu as vraiment une application, ils peuvent la lancer. Si elle marche, ok, ils peuvent embaucher un développeur après et scaler pour faire un truc plus gros. Mais ce qui est en train de changer, c'est que le marché s'ouvre pour des non-développeurs. Mm. Mais c'est quoi? C'est rigolo parce qu'il y a plein de développeurs qui sont un peu tu sais, contre ce mouvement. Tu sais, c'est un peu comme si on leur en volait leur bébé. Moi, je trouve ça génial de donner le pouvoir à encore plus de gens à créer des choses parce que ça va nous amener dans un monde encore plus efficace pour nous. Tu vois, dès que tu auras un pain, il y aura un mec qui l'aura eu aussi et qui l'aura fait, même s'il n'a pas les compétences d'être développeur, parce qu'il peut récupérer ben, toi tes icônes, il peut utiliser une plateforme Webflow pour faire le Exactement. et ça sera génial. Et il aura fait finalement ce qu'on disait tout à l'heure. Il aura compilé des informations parfaitement Mhm. pour résoudre. Exactement. Et il aura compilé et il aura organisé ensemble différents éléments. On est dans l'étape du constructeur qui va aller chercher des pièces de Lego. Tu as la pièce, tu vas utiliser Gumroad, Notion, Zapier. Et en fait, tu commences à Airtable. Airtable, nous on utilise Airtable pour gérer tous nos projets, Notion évidemment, Zapier pour faire des connexions, pour faire la colle entre les différents systèmes. Euh, et donc la personne devient un peu un plombier ou un architecte si tu veux, quoi. Et il n'y a plus besoin évidemment, si tu es développeur c'est encore mieux parce qu'il y a des petites personnalisations techniques à faire, mais tu as une idée, tu peux la réaliser en 2 semaines sans dépendre de quelqu'un, d'un développeur. Qui coûte horriblement cher, je te le rappelle. Je blague. Je sais. Comme les Mais designers.
c'est ça. Mais peut-être avec le no-code, ça va un peu se démocratiser pour certains secteurs, on va dire. Je pense qu'il va y avoir une espèce de split dans le marché dans les 10 prochaines années sur le développement logiciel où tu as des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres et du coup il va y avoir euh, une vraie différenciation suivant la complexité de ce que tu fais dans le développement. Parce que clairement, quelqu'un qui fait de l'intégration web en front, il a une difficulté qui est moindre que quelqu'un qui va faire l'algorithme du feed Facebook, quoi. Tu vois? Ouais, mais je pense que ce qu'on voit est aujourd'hui énorme. Le développement du no-code, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici et dans tout ce que je vois sur Internet, les gens que je suis, ça explose, quoi. On voit tous ces produits no-code qui arrivent. Les développeurs aujourd'hui, s'ils veulent faire de l'argent, à mon avis, un des gros secteurs, il y a le e-book hein, pour les gens qui sont plus des créateurs de contenu. Mais le marché du no-code va exploser, est en train d'exploser. On voit des tonnes d'offres qui arrivent et ça fait complètement sens, quoi. C'est en 96, 98, 2000, c'est l'arrivée d'Internet et c'est l'explosion plutôt réservée des développeurs. Là, 20 ans après, je pense qu'on est sur un marché qui est mûr maintenant pour avoir des solutions logicielles qui permettent à des créateurs. euh, Ça ouvre les portes en fait. De la même manière qu'en, on va dire en 2000, Internet a ouvert les portes à des développeurs, des gens tout seuls qui pouvaient commencer à créer un produit, une équipe de deux-trois personnes. Ça n'existait pas avant. Avant, c'était que des grosses compagnies, quoi. On oublie ça, mais les années 80, c'était, t'avais pas de place pour les petits quasiment, quoi. Et là, tout d'un coup, les développeurs peuvent créer une startup et les startups explosent. À mon avis, ce qu'on va voir maintenant, c'est le no-code. Certains disent le low-code, hein, pour pas être trop low-code. C'est un peu de code quand même. Euh, c'est ce qui va être dans les 10 prochaines années le marché gigantesque, quoi. Et finalement, ce que je fournis, c'est du no design. Oui, c'est Pour ça. les... C'est-à-dire que le gars, il veut faire une application, bah, il veut quand même que les icônes aient de la gueule, il veut quand même que les illustrations qui accueillent les gens sur son site web, les emails qu'il envoie, il veut des belles illustrations, il va utiliser mes produits, il va utiliser Airtable, il va utiliser des solutions Shopify peut-être pour vendre, etc. Donc, no design, no code, je pense que c'est le... Peut-être no content à un moment, il va y avoir du contenu prêt. On- Avec on- GPT-3, là, l'algorithme qui génère Exactement. il y a Ouais, clairement, tu peux c'est faire du fou quand même. Mm, Et donc on devient des assembleurs en fait. c'est ça, c'est ça. Donc, compiler, finalement, on revient au code. Mais ouais, compiler de l'information, c'est le truc déterminant, quoi. Arriver à faire que la cohésion de ce que tu proposes est forte et apporte beaucoup de valeur, c'est ce qui va être déterminant dans les années futures. Et je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est rigolo que tu aies parlé du low code parce que du coup, moi je suis maker et je dédie pas mal de temps à ça, mais je suis aussi CTO dans une boîte. Ok. Mais beaucoup trop de projets. Et du coup, on a créé une solution de low code où et du coup, mes associés, en parallèle du projet que moi j'ai créé, parce qu'en fait, ils avaient ce besoin. On vendait du service. Pour vendre le service, ils avaient besoin de faire du script. Et du coup, il n'y avait pas de projet qui répondait à leurs besoins. Donc, j'ai créé ce projet pour eux. On s'est rendu compte que le produit était fabuleux et Hmm. qu'il servait énormément. Du coup, on s'est dit, ben, on va le vendre. En fait, le marché en France est peu mature sur le scripting et le coding, quoi, le low code. C'est Hmm. pas encore beaucoup mature. Le no code commence à vraiment bien arriver en France. On est sur un début encore, mais sur un bon début. Et du coup, on crée un centre de formation pour apprendre aux gens à faire du scripting en Python. Tu dois connaître un petit peu le Python. C'est un Mhm. langage très simple. Mhm. On ne demande Mhm. pas aux gens de faire une super web app, mais ils peuvent faire du scripting dans une plateforme qui s'appelle Jupyter. Et Mhm. nous, on leur permet tout simplement en fait de faire que leurs scripts ils deviennent du code en production. Comme Hmm. la production, c'est finalement un environnement qui tourne et qui peut être utilisé comme quand tu publies ton application no code. Tu as joué avec, c'est sympa. Et là, tu peux la publier comme quelque chose d'utile Waouh. par d'autres. Donc sur un serveur, quoi, avec des utilisateurs, j'ai une adresse internet et des gens peuvent venir et commencer à l'utiliser. C'est ça? C'est ça. En fait, nous, c'est plutôt un complément de ce que tu vas utiliser en no-code. Tu vois, tu as une application no-code Webflow, elle a des Mhm. interactions, tu peux faire des choses, et elle, Hmm.
tu vois. Quand tu veux, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu dois passer en low code si vraiment tu as des spécificités que tu veux faire. Et il n'y a pas Hmm. vraiment de bonne plateforme de low code. Et donc, nous, Hmm. c'est là où on se place. Tu viens créer un script en Python simple qui te dit, bah, Hmm. je prends ça en entrée, je renvoie ça en sortie. Tu fais publier. Et à partir de là, il y a une URL et ton app Webflow, elle peut appeler cette URL et elle récupère le résultat. Elle l'utilise comme. Waouh. Donc, tu as des webhooks, quoi. C'est ça, on publie des webhooks. Tu peux publier des assets aussi, des images que tu aurais D'accord. utilisées ou des charts. Nous, on l'utilise beaucoup en interne pour des charts. Et en Python, il y a des très très bonnes librairies pour générer des charts super beaux et que tu peux exporter en HTML. Mais après, une fois que tu l'as exporté, il faut l'envoyer au développeur qui le met dans le Ah code, oui. publie. Enfin, c'est Et à chaque inefficace. fois que tu veux mettre à jour, c'est... Et en plus, ça veut dire que ton système pourrait se mettre à jour. Par exemple, tes graphiques pourraient se mettre à jour parce qu'ils sont connectés à une base de données publique, C'est par ça. exemple. C'est C'est cool. exactement ce qu'on C'est fait. fantastique. On est Ben écoute, produit en mars, quand le Covid est sorti, j'allais dire, comme si c'était ouais. une crise d'un produit. Et du coup, il y a eu le Covid et il y avait plein de gens qui sortaient des applications sur les données, mais c'était peu transparent. Et du coup, nous, on a fait un projet open source où on utilise notre propre produit et on a publié du coup une web app qui s'appelle worldsituationroom.com. Et du coup, toutes les vises que tu vois là-dedans, les cartes en tout cas viennent de notre produit. Les autres viennent de notre partenaire Tukantuko qui fait des charts magnifiques. Mais il manquait certaines charts qu'on ne pouvait pas faire et du coup, on les a créées avec notre Ah, produit. Ils sont chargés dans l'application web et du coup, tu les vois et tout va bien. Et en fait, tout ça a été fait par un mec qui est à la base expert financier, qui n'a jamais, il n'est pas du ok. tout développé et c'est super accessible et c'est trop trop cool de faire ça. Enfin, je trouve que donner cette capacité à plein de gens, c'est formidable, quoi. Il y a plein de gens qui peuvent faire du scripting. Et pour plein de sujets, t'as pas besoin de comprendre beaucoup de choses pour faire des petits scripts très simples. Absolument. C'est ce qu'on devrait enseigner, de même que l'écriture ou apprendre à chanter ou apprendre à faire du sport. Enfin, c'est apprendre à coder pour nos enfants aujourd'hui. Parce que dans le futur, ils devront être capables de faire des choses d'assemblage comme ça ou des scripts relativement simples pour customiser vraiment pour leurs besoins, quoi. En fait, les applications vont devenir tellement compliquées avec des paramètres qu'il y aura toujours besoin de comprendre un peu la logique du code pour Oui, customiser, tu vois. Un peu comme quelqu'un qui utilise Excel, à un certain moment, il va se retrouver finalement à faire des opérations relativement complexes, quoi. mais tout le produit que j'ai créé vient de ce problème, c'est qu'ils arrivaient à la limite d'Excel. C'est des financiers, on fait D'accord? du service financier, quoi. On aide des boîtes à trouver euh, à avoir des vraies données efficientes sur leurs données financières, quoi. Et du coup, bah, pour faire des Excel, ils faisaient des trucs de malade en Excel. C'est à la fin où tu arrives à des ellipses gigantesques pour arriver à faire ce que tu veux. Et du coup, tu crées une complexité gigantesque pour résoudre un petit problème. Et en fait, à partir du moment où tu délègues ça à quelque chose qui fait du code et qui le résout super simplement, pour le coup, le Python, où il y a des librairies pour les données statistiques qui sont une ligne, Ben, des régressions linéaires, une ligne, tu fais un chart. Enfin, c'est ouh. ouais, c'est C'est vraiment. vrai, là, tu tapes dans une ressource incroyable, quoi. Mm. Dans les ressources, toutes les ressources Python, les librairies. Mais dis-moi, tu parles du marché français. Ouais. Euh, vous ne vous adressez qu'au marché français? Alors, ben, du coup, l'idée, c'est moi, j'ai poussé mes collègues à lancer donc NAS, ça s'appelle nas.ai. On lance ça sur Product Hunt en marché anglophone. Cool. Sur le marché français, on lance une plateforme d'éducation où il y a des cours vidéo qui expliquent comment passer de Excel à Python. Et du coup, en fait, in fine, à la fin de la formation, tu sais utiliser notre produit. C'est pas Hmm. parce que Jupiter, tu peux l'utiliser partout, il y a plein de concurrents. Nous, l'intelligence qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a le go-to production super facile, quoi. Alors que Colab ou les autres plateformes qui te permettent d'éditer du Python en ligne, tu peux pas vraiment exposer le résultat. À moins de D'accord. donner un lien public, mais on voit le code, c'est pas très friendly, quoi. Nous, on permet de direct exposer ce qu'on veut, les assets, le code, des images, des charts. Donc voilà, on lance sur le marché français avec l'éducation parce qu'on pense que les gens ne sont pas encore ready pour le low code. Il va falloir un petit peu d'éducation, surtout pas, Waouh. surtout pas les financiers.
Mais voilà. Et aux US, on va tenter de lancer sur Product Hunt. C'est pas la cible principale, mais moi, je pense que ça peut. En C'est même temps, tu as un marché français qui est petit, ouais, de l'éducation qui est encore plus petit et relativement statique. Et votre produit, puisqu'il apporte, par exemple, les fonctions qu'il apporte à, par exemple, des gens qui travaillent dans la finance, euh, le marché mondial, c'est le truc aussi, c'est pourquoi mon business a marché, c'est parce que je me suis adressé d'entrée de jeu à un marché mondial. Si j'étais en France, peut-être que j'aurais plus pensé français. Mais le marché, enfin, tu multiplies par 100, 200, 300 le nombre d'utilisateurs. Dans votre cas, je, je vois un potentiel extrêmement important mondialement, quoi. Enfin, n'importe quelle personne qui travaille dans la finance ou n'importe quel maker pourrait vraiment être intéressé par ça. Là, tu as un truc, tu passes d'un multiple 1 à 100, quoi, ouais, en potentiel. j'en suis convaincu. C'est pour ça que je veux qu'on fasse un lancement de Product Hunt parce que je pense que, en gros, j'ai convaincu mes coworkers qui connaissent pas beaucoup Product Hunt, qui sont pas sensibilisés à lancer en ligne. Mhm. Ah, Mais ce que tu devrais faire, c'est déjà tester. Là, par exemple, dans ton cas, fais une landing page, fais un screencast rapide en anglais. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu montres ce que tu fais et tu commences à balancer ça dans la nature dans 2 jours, quoi. Et là, tu vas tout de suite voir s'il y a un intérêt. Comme notre discussion à propos de euh, tester rapidement. Là, par exemple, tu as un truc qui marche, tu peux faire une démo, tu la lances, et tu peux tout de suite voir s'il y a un énorme intérêt. Et peut-être que du coup, tu vas te rendre compte qu'il y a une grosse demande et peut-être que tu vas mettre de côté un peu le projet français, qui est très oui, bien aussi, hein, qui est très bien, mais en termes de profitabilité, euh, enfin, c'est là encore une fois, c'est l'argent qui peut t'apporter euh, du carburant pour tes rêves et du carburant pour tes projets, quoi. Et là, tu t'adresses à un marché qui peut être exponentiel, quoi. tu prêches un convaincu, tu prêches un convaincu. D'accord, d'accord. Bon courage. Je vais directement récupérer le lien de la vidéo et les envoyer à mes coworkers. Je pense que ça va les chauffer. Mais je Ok. suis très, très convaincu par ça. Là, on avait un vrai focus sur le côté éducation parce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire et c'est moi qui ai porté Ouais. la deuxième idée du produit derrière. Donc, on a prévu le lancement sur Product Hunt là, début novembre. On est en train de Hmm. landing, on a fait la landing en anglais, on l'a envoyé déjà à des gens. On a vu qu'on savait très mal expliquer ce qu'on faisait. À l'oral, je te le dis Ouais, super bien, mais sur une landing, on l'a fait très très mal. Du coup, on a itéré dessus. Et là, je te la renverrai d'ailleurs. Et avec plaisir. on va réessayer pour Écoute, si vraiment. tu as besoin d'illustrations, Ben, je vais y penser. Ouais. Je vais leur en parler justement parce qu'on utilise deux, trois fois Phantasm et Undraw mhm. et j'avais envie de changer. J'aurais déjà envoyé une première fois et je pense que là, on va pouvoir, euh, on va pouvoir double down sur ton projet. C'est cool, hein, je blaguais. Ok, Mais voilà. Je pense qu'on peut atteindre mes questions finales. On a pas mal parlé. C'était vraiment très, très intéressant. Mais il va falloir mettre fin à cette conversation. oui, oui, oui. On Sinon, prendra l'apéro après? c'est ça, nos auditeurs vont saturer. Euh, donc là, on a un peu parlé de tes projets futurs. On a parlé du fait que tu sois indépendant et pourquoi, parce que finalement, c'est la liberté, si je résume ça. Mhm. C'est vrai. Et du coup, on va passer sur mes questions finales, dont la première qui est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? J'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, quoi qu'on me dise à cette époque-là, j'aurais pas écouté ou j'aurais pas vraiment compris. Et l'apprentissage se fait beaucoup par les erreurs et la douleur. Et tu comprends, tu sais, il y a plein de livres, un peu comme les Américains ont énormément ça, self-improvement, tu vois, comment devenir meilleur à plein de trucs. En fait, tu les lis, c'est génial, 5 jours après, tu les oublies, quoi. Et les leçons que tu retiens, c'est les leçons que tu Tu vis, gravées dans la chair, tu c'est vois. ça. C'est- Mais c'est- le premier conseil, pardon, je t'écoute. ça fait un peu écho à. Il y a plein de gens qui se plaignent souvent à l'école, on t'apprend des trucs que plus tard tu n'utiliseras jamais. Et du coup, c'est un peu inutile. Mais finalement, Hmm, ce qu'on voit autour de nous tout le temps, ça refait écho ce truc-là de l'école où tu apprends des trucs, on te donne l'histoire de quelqu'un
et finalement, en fait, tu peux rien en faire. Et c'est un peu Mm, ce que je reprochais au podcast très léché qui montre l'histoire super successful et qui dit bah vas-y, tu peux faire pareil. Et c'est mm, un développement personnel que je voulais pas faire dans ce podcast, justement. Je voulais juste découvrir quelqu'un, découvrir son histoire, parler avec lui, que ça intéresse les gens et qu'ils comprennent pas comment lui il a fait, mais mieux comment eux-mêmes ils vont trouver leur solution. Parce que c'est le seul mm, moyen d'y arriver, c'est ça. On peut te donner tous les meilleurs conseils du monde. mm. Il va falloir Exactement. ton chemin. Le seul que je donnerais, c'est si jamais quelqu'un veut devenir indépendant et faire une transition salarié entrepreneur, c'est sans doute de quitter la France et d'aller dans un pays comme la Thaïlande ou l'Indonésie, avec un coût de la vie qui va leur permettre de pouvoir se consacrer à des projets. Et ça peut être 2, 3 mois, 6 mois. Quelqu'un qui a 4 000 euros de côté, 5 000 euros de côté, il peut partir vivre 5, 6 mois en Asie, quoi. Ça, ce serait le meilleur conseil que je donne. Et puis si ça marche pas, il peut toujours revenir en France. Mais ça laisse, par exemple, 3 mois pour créer un projet, 2 ou 3 mois pour faire la promo après, et voir si ça commence à gagner de l'argent, quoi. Mm. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais j'ai souvent une pondération sur ce genre de discours qui est que souvent les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es dans ton entreprise un peu pourrie, tu veux tout quitter pour faire ton projet, et en fait tu vas avoir un petit délai de remise à niveau parce qu'en fait tu es épuisé, tu as une genre de fatigue de ce que tu faisais, et en fait tu vas pas être très productif au début. En tout cas, c'est un truc que j'ai souvent contesté. Ah ouais? Tu veux Ouais, dire quand tu quittes ton entreprise et que tu vas aller, par exemple, oh bah oui, mais là tu peux te faire un mois de vacances déjà, le premier mois c'est pure vacances, quoi. ouais, voilà. Et c'est vraiment un truc que je trouve qui se répète, c'est que d'abord, remets-toi à niveau, reprends Ouais, ton ouais. énergie, et après, envoie. Et là, Ouais, ouais, et puis tu vas, si tu vas à Chiang Mai maintenant, mais c'est un hub, quoi. C'est bourré de gens. Tu vas rencontrer des gens de tous les pays, des Américains, des Suédois, des Indiens, tout ce que tu veux, qui sont digital nomades, qui sont marketeurs, copywriters, développeurs. Il y a plein de guignols aussi, quoi. Il y a plein de gens qui prétendent faire plein de choses. Mais il y a toute une faune de gens extrêmement intéressants, quoi, qui va être stimulante. Et tu vas te retrouver à aller faire du scooter pour visiter la jungle et les temples. Et tu vois, là, tu vas vraiment, tu vas avoir un moment sas, tu vois, un moment en fait de transition. Et puis après, tu peux te mettre à travailler. C'est vraiment, ça serait mon conseil. Si quelqu'un veut vraiment quitter euh, le travail de office, travail un peu corporate, un peu, c'est aller dans un pays où vous n'aurez pas de pression financière. ok, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir parce que souvent, tu sais, il y a une grosse question, c'est est-ce que je lance mon side project pendant que je travaille ou est-ce que je quitte tout? Et les gens, quand ils quittent tout, en fait, ils se retrouvent direct avec la pression de ben, je vais avoir Pôle emploi et du coup, je dois vite trouver et du coup, Yeah, tu te mets direct sous pression et tu vas c'est rien. vrai. Enfin, tu peux pas être C'est créatif et trouver ton chemin sous pression, ça marche pas, quoi. C'est vrai. C'est le problème. Moi, j'étais quand même freelanceur déjà. J'avais déjà, je pouvais voyager en Asie et garder mes clients. Quelqu'un qui a un vrai travail, c'est vrai qu'il doit peut-être commencer sur, peut-être devenir freelanceur d'abord en France. Et c'est vrai que c'est pas simple. Si tu largues ton boulot pour le retrouver quand tu reviens, c'est chaud. C'est ça, mais je pense que c'est clairement se lancer, mettre des sous de côté et aller à l'étranger pour se lancer. Ça va être tellement une espèce d'électrochoc de changer de Oui. culture, de tout changer d'un coup. Tu n'auras plus tes amis qui vont t'appeler tous les soirs pour boire une bière et te détourner de ce que tu as Mm. envie de faire. Parce que bah, au début, tu es obligé de mettre énormément d'énergie hein, quand tu veux te lancer. Mm. Et ouais, Et tu vois, si les entreprises étaient malignes en France, quelqu'un qui est parti 6 mois à Bali ou à Chiang Mai, qui a lancé un projet et qui le projet n'a pas fonctionné, et il revient, à la limite, elle devrait le considérer comme quelqu'un d'extrêmement intéressant. Qu'il a montré cette capacité à être proactif, cette capacité à créer, à prendre des risques, tu vois, et il aura eu une perspective d'entrepreneur. Donc il comprendra mieux le point de vue, quelque part, de la personne qui l'embauche. ouais. Mais je suis pas sûr qu'elles le verront comme ça. Elles se diront, ce gars-là, il est parti fumer des pets en Asie, il jouait de la guitare et maintenant il revient. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah, maintenant, j'espère qu'il y a des entreprises qui pourraient valoriser ça au contraire.
Je pense qu'à partir du moment où on arrêtera d'utiliser le mot j'ai pris un risque et plutôt on fera à l'américaine j'ai tenté ma chance, quand ça sera Mhm. rentré dans la culture, ça, je pense que ça sera Mhm. les entreprises elles seront Ouais. OK de se dire bah ouais c'est normal et que ça soit une valeur ajoutée d'avoir entrepris. Parce que pour le moment en France, quand tu es entrepreneur, eh ben, souvent on te dit bah non mec t'es entrepreneur, ça sert à rien que tu viennes chez nous. Ah ouais? Ouais, moi j'ai eu souvent ce feedback. Après, j'ai postulé dans des boîtes qui étaient très bienveillantes et souvent elles m'ont dit ça dans le sens où, de ce que tu nous dis, t'es vraiment fait pour être un entrepreneur, tu devrais le rester. Donc, Waouh. ouais, ça c'était cool. J'ai eu la chance de rencontrer des très belles startups en France qui m'ont dit ça et Hmm. c'était vraiment génial. Mais après, souvent, il y a quand même un biais de t'es entrepreneur et du coup, enfin, t'es plus un employé quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Waouh. Euh, C'est intéressant parce que les deux développeurs que j'ai embauchés récemment, je suis passé par le système de Peter Level en fait. ouais, Il a un site web qui s'appelle remoteworkers.dev, je crois. Et mon idée, c'est que je veux embaucher en fait des développeurs qui sont également des makers. Et comme c'est des gens, comme ils venaient de lancer le site, je me suis dit, ça va être des gens justement qui sont makers, qui vont aller s'inscrire sur ce site web. Où ouais. c'est un marketplace, si tu veux, c'est un marché où tu peux voir des différents CV des développeurs. Et donc, j'ai rencontré deux gens excellents qui sont les deux, ont eu des projets, des side projects qui ont été des échecs. Et donc, ils cherchent du boulot. Et pour moi, au lieu d'être quelque chose qui est une tâche sur eux et sur le passé, au contraire, je le vois comme, waouh, ça me montre que ces gens-là, ils sont plus que des employés, plus que des gens qui suivent. C'est des gens qui sont capables de créer, c'est des gens qui ont le souci de l'utilisateur du produit et qui ont appris ça. Et qui comprendront mieux mon point de vue si je les embauche. Ils comprendront que, en fait, ils ont créé leur produit, mais ils n'ont pas réussi à les rendre profitables. Donc ils comprendront mon point de vue et ils comprendront ma douleur aussi tous les jours de non seulement avoir un produit qui est bien, mais d'être capable de le vendre et d'être capable de le garder profitable. Et ça se passe très très bien. Et c'est des gens comme ça avec qui je veux bosser. C'est des gens que j'embauche qui ont une mentalité de makers. Mais je suis 100% convaincu de ce que tu dis. C'est très bizarre quand tu as cette mentalité-là, si tu te mets à voir des gens qui ont la mentalité employée, qui n'est pas en soi quelque chose de mauvais, ça fit à plein de genres d'entreprises. Mais quand toi, tu as cette dynamique de maker et que à côté, tu as quelqu'un qui attend finalement que tu lui dises quoi faire, dans quel sens, parce qu'il il est peu proactif en général, bah, du coup, enfin, c'est ultra. Enfin, moi, je trouve que j'ai été dans des situations très bizarres où, où je donne globalement la direction et, Mhm. et quand je reviens, je dis alors, ça en est où? Je dis, bah, je sais pas, j'avais pas trop d'infos, alors du coup, je sais pas trop. J'avais pas trop d'infos. Ouais. Ouais. Je fais, Ouais. d'accord, ouais, mais en fait, moi, je veux que tu sois mon allié, t'es pas mon sous-fifre. T'as Exactement. t'as des idées, il faut que tu les mettes en avant. Tu sais où on veut aller Exactement. et on y va ensemble. Et, Voilà. et au début, j'ai dû souvent dire aux gens, mais mec, enfin, t'es pas mon esclave. Tu vas bosser Voilà. avec moi. Avec moi pour qu'on y aille ensemble. Et c'est un truc Exactement. souvent au début. C'est c'est exactement ça, l'organisation horizontale. C'est pas vertical sur horizontal. On est un team, qu'on est une équipe, qu'on bosse ensemble au même niveau. Moi, je vois comme ça, je me vois pas trop comme le patron Ouais. la plupart du temps. Je me vois plus comme moi, j'ai dans ce projet, j'ai mon domaine et eux, ils ont le leur, quoi. Moi, c'est ok, je m'occupe des ventes, du support client, la stratégie et eux, c'est le développement, mais on est égal, quoi. Ah, c'est génial quand tu as ce cadre-là. Je trouve que c'est là où on est le plus productif finalement. Parce on, on vient chercher ce qui émane de nous. On n'est pas juste des petits doigts qui tapent au clavier ce que quelqu'un doit demander, quoi. Parce que ça, c'est un peu comme si tu habitais pas ton propre corps, quoi. C'est un peu C'est dommage. vrai. Bon, et bien Bon, super ok. question. On va pouvoir passer à l'avant-dernière. Qui est, selon toi, la prochaine personne que je dois faire venir dans ce podcast? J'ai pensé à pas mal de monde. Un qui n'est pas vraiment entrepreneur s'appelle Vincent Bidot. C'est un peu le magicien du Webflow.
Il n'a pas vraiment de produit encore, je crois, mais quelqu'un d'extrêmement intéressant si tu veux parler du no-code. Il y a Stéphanie Walter, que tu dois connaître aussi, extrêmement intéressante. Il y a Sacha Greff, si tu connais. Sacha Alors, Greff, il est intéressant parce qu'il est parti quasiment en même temps que moi au Japon, en 2006 ou 2007. C'est un développeur qui fait beaucoup de JavaScript et qui est quand même extrêmement sympa. Et lui, il est parti au Japon, il s'est fixé au Japon, il travaille là-bas depuis quasiment 14 ans, je pense. ah oui, Ouais. Et qui a dit plein de projets, qui a fait des projets open source, qui a fait un projet qui s'appelait, attends, qui était basé sur Meteor, qui s'appelait Télescope. Et puis qui a un super site qui s'appelle Sidebar. Tu peux taper Sidebar, Sacha Greff, c'est Greif, et qui est un peu un résumé tous les jours des 5 liens les plus intéressants qu'il trouve au niveau du design ou de. ah, ça me dit un truc. Yeah. Ça c'est bien. Il y a Arthur Yeti également avec son projet Cocotte que tu connais, qui est à Bali en fait, Oui, qui a ah, fait ce mouvement-là. Et j'ai un autre que tu ne dois pas connaître, qui est un peu hors radar, que j'ai rencontré à Chiang Mai. Il s'appelle Simon. Pardon? c'est le seul que je connais, c'est Arthur. Cool. Super sympa aussi. C'est des gens vraiment tous super intéressants, super sympas, humainement géniaux. Je les connais à peine, certains. On a juste échangé quelques emails, mais c'est toujours un plaisir. Par contre, quelqu'un que j'ai bien connu, je sais pas si ça t'intéresse, il s'appelle Simon Le Gouge. Il est à Chiang Mai. C'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas, qui était tout jeune, qui avait fini son école de commerce, qui avait quitté la France, qui avait un parcours un peu bizarre, qui s'est spécialisé dans le SEO. Avant ça, SEO. Avant ça, il a même été joueur de poker pour se faire de l'argent en ligne. Enfin, tu vois les parcours un peu sinueux. Mais et il a fait un carton, il s'est installé là-bas, il a commencé à spécialiser dans le SEO, très bon là-dedans. Il a commencé à embaucher des gens, plein de gens en fait des internes, un peu des internes, plein de gens en Ah, fait qui venaient de France, qui avaient fini des écoles, comment on dit, stagiaires et employés qui venaient employer après. Maintenant, je crois qu'il a une équipe de 20 ou 30 personnes là-bas. Et enfin, il a un parcours, je ne sais même plus où il en est, mais parce qu'il avait tellement de projets, il commençait à créer des produits pour les vendre sur Amazon, enfin le makers quoi. ouais. Et quelqu'un qui a vraiment un super sympa et qui a un parcours vraiment intéressant. Son site web s'appelle greentomatomedia.com. Green Énorme, Tomato Media, je le note. Simon Le Gouge. Voilà. Et j'en oublie d'autres, et je m'excuse si j'ai des amis français que j'ai oubliés. Euh, voilà ceux qui me sont venus plus rapidement enfin, en tête, quoi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ce que je te propose, c'est qu'en off, après, tu m'aides pour me faire une mise en relation directe, comme ça je les contacterai. D'accord. Et, euh, et c'est très bien. Du coup, dernière question, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Ah, Twitter. Twitter. Ouais. Ok. Je suis pas sur Instagram, TikTok, tout ça. Twitter. J'ai quitté Donc ça Insta, s'appelle Web Alice. c'est rigolo. Je trouve que c'est Ouais. pas efficace du tout pour dans ce que je veux faire en tant que maker. Et Twitter, c'est beaucoup plus adapté. LinkedIn, que j'utilise pour publier un peu ce que je fais, un peu comme Makerlog ou Whip. Tu sais, c'est des plateformes qui permettent de poster un peu où tu en es dans tes projets. Je me sers de LinkedIn comme ça. Et Twitter, un peu pareil. Et du coup, j'ai arrêté Instagram. D'accord. C'est rigolo. Twitter a été incroyablement. Enfin, j'aurais pas eu autant de succès, ça aurait pas aussi bien marché sans Twitter. Mais je trouve que c'est un vecteur incroyable, Twitter, pour ça. Ouais. C'est un peu sous-coté pour plein de gens qui se rendent pas compte de la puissance du truc, mais Hein. c'est pour ça que je veux focus sur ça. Du coup, Premièrement, en info, que je reste au courant, surtout quand je suis tout seul. Je travaille à la maison, je suis isolé. Alors maintenant, j'ai bougé aux États-Unis depuis 2015. J'habite à côté de Boston, faut dire de la Thaïlande aux États-Unis. Donc, et je suis à la maison. Et en Thaïlande, c'était pareil. Et t'as pas de bureau, t'as pas de collègues ou de mecs avec qui tu peux parler pour te tenir au courant de qu'est-ce qui se passe. Et ce qui remplace pour moi le bureau ou en fait la machine à café pour apprendre des choses, c'est Twitter. clairement, J'apprends des tas de même, trucs. C'est ça qui me laisse connecté, quoi, qui me reste connecté.
je l'utilise de la même façon pour être connecté aux autres makers, avoir un peu des news, mais pas trop, Ouais. parce que, parce que l'algorithme est pas fait aussi bien que sur Facebook et sur Instagram. Mhm. Bien content qu'il soit pas aussi bien fait. Oui. Ça donne une vraie qualité au produit, quoi. T'as pas envie d'y passer des heures et c'est ça que j'aime bien, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Ok. C'était vraiment Merci aussi. une conversation qui aura bien duré. J'espère que tous les gens vont écouter jusqu'au bout. On verra ça. J'espère aussi. Bon, merci vous si vous êtes encore là. Oui, merci à ceux qui sont restés. Mais je pense que ça en valait le coup. Ouais. Euh, D'ailleurs, si vous avez vraiment apprécié, ça serait trop bien si vous mettez une petite note sur le podcast sur iTunes. C'est Mhm. ce qui est le podcast le plus à grandir. Ou si Euh, vous envoyez un petit tweet. yes, vous pouvez tweeter aussi. Tweeter un petit coucou à Webalice et à Indie Maker sur Twitter, ça nous fera plaisir. Ça serait très gentil. Voilà. Merci et salut, Merci. bonne journée. Bonne journée.